avant de vous laisser la parole, c'est Vincent Massot qui va intervenir sur Covid, confinement, consommation de drogue. En fait, c'est autour de témoignages qui sont issus d'une évaluation, d'une recherche de Technoplus. Alors, elle n'a pas été dépouillée, mais enfin bon, on l'a lu et puis Vincent en a tiré quelques enseignements et je lui laisse la parole. Ok, donc bonjour à toutes et à tous. Merci à Sud de m'avoir invité pour présenter les résultats préliminaires de ce questionnaire qu'on a fait passer et pour parler plus généralement de ce qu'a changé le Covid sur les pratiques de consommation de drogue. C'est un vaste sujet parce qu'évidemment, ça a changé beaucoup de choses. En une année, il y a eu énormément de bouleversements et ça a changé des choses différentes puisque les situations ont été différentes selon les régions et les réactions des gens sont parfois différentes sur la même situation. Donc, je ne vais pas essayer de prétendre à l'exhaustivité, ça serait impossible. En plus, il y a certainement des choses qu'on n'a pas vues, que je n'ai pas observées. Donc, ça sera aussi à vous d'enrichir après cette présentation avec vos témoignages. Est-ce que vous pouvez lancer le… Ouais. Super. Allez, c'est parti. Ah, il y a des images? Il y a des images, ouais. Cool. Alors, donc allons-y. Alors, tu es sur le premier. Ouais, donc la deuxième. Donc voilà, le confinement, on sait tous, je pense, toutes les personnes qui sont usagères de drogue ou qui sont concernées par l'usage de drogue se sont rendues compte très rapidement que ça allait être une crise pour les consommateurs de drogue. Et si on essaie d'analyser un peu en détail, je pense qu'on peut parler d'une triple crise. D'abord, la crise sanitaire liée au Covid et la question de comment elle se décline pour les usagers de drogue, à la fois en termes de transmission. Et il y a des questions sur lesquelles on n'a toujours pas de réponse à l'heure actuelle. Par exemple, pour des personnes qui sniffent un produit, si vous partagez le support, on sait qu'il y a toujours des particules qui retombent. Est-ce que ces particules vont être contaminantes si elles sont sniffées par la personne qui sniffe derrière vous? Donc, tout ce qui a trait à la transmission et puis ce qui a trait aux conséquences en fait, du Covid. Et là aussi, il y a des questions qu'on peut se poser, par exemple sur les consommateurs de crack, dont on sait que le crack attaque les poumons. Est-ce que ce n'est pas un facteur de risque important par rapport au Covid? À ma connaissance, il n'y a pas encore de données là-dessus. C'est lié à la nouveauté. Donc voilà, une première crise de ce côté-là. Ensuite, une seconde crise parce que le confinement est un facteur de risque en termes pour les consommateurs. Un facteur de risque parce que le confinement, ça induit, au moins parfois, certaines formes de solitude, de l'ennui, l'angoisse, l'insomnie, etc. En gros, des facteurs qui poussent à augmenter sa consommation. Ça servir un peu comme d'une béquille. C'est aussi plus de temps libre, moins d'obligations professionnelles pour ceux qui travaillent et moins de dépenses puisque tout est fermé. Et donc, le frein financier qui se délite un peu. Et puis enfin, le confinement, c'est plus personne dans la rue. Donc, une survisibilité des personnes qui sont dans la rue, qu'elles soient dans la rue parce qu'elles sont précaires et qu'elles n'ont pas de logement ou parce qu'elles vont acheter des produits. Ce qui se combine assez mal avec le renforcement de la présence policière et des contrôles de police. Il y a aussi pour les plus précaires la perte de revenus qui a été très importante, à la fois sur la manche, donc s'il n'y a personne dans la rue, impossible de faire de la manche, le travail du sexe. J'ai un témoignage qui m'a été donné par un intervenant qui expliquait qu'une travailleuse du sexe lui avait dit qu'en un week-end sur le bois de Boulogne, elle avait fait 50 €. Donc, vous voyez un petit peu la baisse de revenus. Donc là, c'était pendant le deuxième confinement. Le premier confinement, son propriétaire ne l'avait pas viré de chez elle. Et là, elle allait se faire virer sans solution. Vous imaginez virer en plein confinement, quoi. Donc, ça a posé ce type de problème, la perte des revenus, l'interdiction de se déplacer à plus d'1 kilomètre, qui est compliqué à la fois pour aller acheter des produits et pour les personnes qui sont usagères du système de soins, pour aller à la pharmacie, etc., même si normalement c'est autorisé. Et puis, il y a la question de la déstabilisation du trafic de drogue. Donc, la diapo d'après, si… Merci. Donc, ça, c'est quelque chose dont on a parlé très rapidement, la fermeture des frontières. On a tout de suite pensé que ça allait impacter le trafic de drogue. Et effectivement, ça a impacté le trafic de drogue. Fermeture des frontières du Maroc,
sur l'Afghanistan aussi, etc. Et du coup, il y a eu beaucoup de littérature, on va dire. Donc, vous voyez, par exemple, dans SWAT, c'est un numéro spécial Covid, où il y a eu un article où Michel Gondillon essayait d'expliquer un petit peu ce que ça allait changer sur le plan du trafic de drogue. Bon, alors, finalement, il s'est avéré que le trafic de drogue est très résilient et a une très forte capacité d'adaptation et que les produits ont continué quand même à circuler. Mais il y avait quand même cette crainte d'une pénurie généralisée et on a quand même observé une augmentation des prix pour certains produits comme le cannabis et bizarrement, de manière décalée dans le temps, c'est-à-dire plutôt après le confinement, une baisse des teneurs de certains produits, en tout cas en Ile-de-France, je pense à l'héroïne par exemple, où ça a été très visible cet été. Voilà, donc les consommateurs donc forcément ont été très impactés et pas mal d'intervenants en réduction des risques ont dit avoir observé le retour d'usagers en manque. Donc, des usagers en manque parce que impossible de se fournir en prod, parce que pas de prod, parce que pas usagers du système de soins et de grandes difficultés à se faire inclure par les structures, sachant que beaucoup de structures étaient fermées ou avaient modifié leurs horaires d'ouverture, etc. Et je sais que ça a posé des gros problèmes, notamment à Sevran, par exemple, où il y a une grosse scène de consommation. Le XAPA avait du mal à inclure des nouvelles personnes alors qu'il y avait une grosse demande. Et du coup, il y a vraiment eu des usagers en manque comme on n'avait pas vu depuis en fait, le début de la substitution, quoi. Donc, il y a cette partie-là. Il y a aussi toute l'angoisse qui a pu générer le confinement, qui a pu se traduire par des pétages de plomb, des insomnies, du stress et des décompensations pour des usagers qui peuvent être plus ou moins fragiles, comme tout le monde. Heureusement, il y a des mesures rapides qui ont été prises. Donc, je pense à la vente d'alcool et de tabac qui ont été assurées très vite. On a été rassurés très vite. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quand même eu un préfet dans l'Aisne qui avait cherché à interdire l'alcool, qui avait fait marche arrière quand même très rapidement. Donc, il y a aussi eu l'arrêté du 14 mars. Donc, vous voyez, avant même le début du confinement, il y a eu un arrêté qui favorisait, par rapport au traitement de substitution opiacé, qui favorisait le chevauchement d'ordonnances et la possibilité de réutiliser une ordonnance à la pharmacie pour prolonger son traitement sans passer par un rendez-vous médical. Donc, c'est quelque chose qui a été quand même pris en compte par les autorités, mais ça a été pris en compte pour ce qui concerne les produits licites et les médicaments, les usagers du système de soins. Et donc là, on voit vraiment des distinctions qui apparaissent entre usagers de produits licites et usagers de produits illicites, usagers du système de soins et non usagers du système de soins. Et voilà, on a beaucoup entendu que le Covid avait creusé les inégalités. Et là, c'est vraiment ce phénomène-là qu'on observe. On a aussi entendu parler d'autres pays où, je pense à des pays où le cannabis a un autre statut légal, par exemple au Canada, où il y a eu des discours sur le fait que le cannabis était considéré comme un bien de consommation essentiel. Et donc, ça a peut-être participé aussi à changer un petit peu l'image du cannabis. Ensuite, on a vu émerger des nouvelles pratiques de consommation. Alors, le plus visible, je pense que ça a été l'explosion des apéros visio. Nous, c'est quelque chose à Technoplus qui nous a interrogés très tôt parce qu'on en a fait nous-mêmes. Et on va en parler avec le questionnaire. Et vous allez voir que c'est vraiment un gros phénomène. Un phénomène qui a d'ailleurs été remarqué assez vite par les médias et par tout le monde, qui nous vient apparemment du Japon. Il y a un article de Trax là-dessus, ça s'appelait le Onnomi au Japon. Ensuite, il y a les soirées clandestines dont on a beaucoup entendu parler pendant le deuxième confinement et à la fin de l'année. Donc, des free parties et puis des espèces de free parties organisées par des personnes, des collectifs qui ne sont pas des sound systems. Donc, une espèce de diffusion de la pratique, de la forme de la free party sur d'autres types de soirées. Et puis, la consommation seule, la consommation en famille, en fait, avec les personnes avec qui on est confiné, la consommation entre voisins. En fait, les consommateurs qui s'adaptent aux contraintes du confinement et du Covid. On a aussi observé le transfert de produits, c'est-à-dire, puisque vous ne pouvez pas vous procurer du cannabis, vous allez consommer de l'alcool ou des benzodiazépines ou autre chose, enfin, par exemple, pour supporter le fait que vous n'ayez pas ce produit-là. Donc, je pense que ça a été particulièrement vrai avec l'alcool, forcément, puisque c'est le plus disponible. Et puis aussi la consommation qui devient plus quotidienne, qui se fait aussi plus tôt dans la journée. Ça aussi, ça a été très remarqué. Il y a un sketch assez rigolo qui a été monté sur, voilà, vous voyez, l'épidémie de vers solitaire qui se transmet par vidéoconférence et où on boit de plus en plus tôt au fur et à mesure du confinement.
Ça a été aussi remarqué par les médias. Donc voilà, vous voyez les articles du Monde, les Sky-Apéro, les Corona anniversaires, etc. Et puis l'impact sur la consommation d'alcool. Et donc on a essayé à travers le questionnaire qu'on a fait, qui est un questionnaire en 67 questions, on a essayé de répondre, voilà, d'essayer de voir quels étaient les changements dans les pratiques de notre public. On a eu 1300 réponses, c'était beaucoup, on s'attendait à moins, mais je pense que la période du confinement a favorisé le fait de répondre à une enquête en ligne pour les gens qui avaient peut-être moins d'activité à ce moment-là. Et on s'est rendu compte que l'impact du confinement sur la consommation d'alcool, il est très ambivalent. En fait, il est double. Si vous regardez le camembert qui doit être à l'écran là, vous verrez qu'il y a en fait, ça se répartit assez équitablement. Alors, en gros, en orange, vous avez les gens qui ont bu comme d'habitude. Donc, vous voyez que ça représente en gros un petit quart. En vert et en violet, vous avez les personnes qui ont bu moins que d'habitude. Donc, un gros quart de gens qui ont bu moins que d'habitude pendant le confinement. Et en rouge et bleu, les personnes qui ont bu plus que d'habitude, une petite moitié. Donc effectivement, il semble qu'il y ait plus, la majorité des gens ont bu plus que d'habitude, mais la part des gens qui ont bu moins que d'habitude, elle n'est pas négligeable. Donc on voit bien que les gens réagissent différemment à une même situation. Si on continue, on peut essayer d'interroger un petit peu ce qui différencie ceux qui ont plus bu et ceux qui ont moins bu. Donc ceux qui ont bu plus, on se rend compte d'abord, si on essaie de caractériser de quelle façon ils ont bu plus, que la tendance principale, c'est d'être passé d'une consommation entre guillemets festive, c'est-à-dire assez occasionnelle mais assez importante, à une consommation parfois plus modérée mais surtout plus régulière, une consommation de réconfort. Avec le fait de boire plus tôt aussi, vous voyez, 59 personnes qui ont commencé à boire seules, c'est-à-dire des gens qui ne buvaient pas seuls avant le confinement et qui sont mis à boire seuls pendant le confinement. La plupart donc, de ces personnes, elles décrivent leur consommation d'alcool comme un rituel qui les a aidés à supporter le confinement. Et les motivations qui sont évoquées, donc vous les voyez, l'ennui, le besoin d'évasion, le fait d'avoir moins d'obligations, d'avoir plus de temps, et puis le besoin de lutter contre l'angoisse, de se casser un peu pour dormir, etc. Si on regarde à l'inverse ceux qui ont moins bu que d'habitude, ce qui est apporté comme motivation, comme raison, c'est le fait qu'il y ait moins de fêtes. C'est vraiment le truc qui ressort en premier. Ensuite, le refus de boire seul, on va en reparler, on va voir que le fait de consommer seul, c'était vraiment un des enjeux importants de ce confinement. L'envie préexistante de moins boire, donc des gens qui ont, en gros, qui ont profité du confinement comme d'une opportunité pour moins consommer. Donc c'est intéressant, il y en a notamment 7 qui travaillaient dans des débits de boissons. Donc pour qui le fait d'arrêter de travailler, ça a été enfin une occasion de pouvoir arrêter de consommer, puisque ce n'est pas forcément facile de ne pas boire quand vous travaillez dans un débit de boisson. Et la crainte de la perte de contrôle, dont on reparlera aussi. Donc voilà, on voit bien que des mêmes causes ont des effets différents. Il y a même des causes qui sont citées à la fois par ceux qui boivent plus et ceux qui boivent moins. L'angoisse, par exemple, avec certains qui boivent plus parce qu'ils sont angoissés et d'autres qui boivent moins parce que comme ils sont angoissés, ils ont peur de mal réagir à l'alcool. Le fait qu'il n'y ait pas de soirée et surtout le télétravail avec des effets très différents selon les personnes. Ensuite, alors on va parler des apéros visio, puisque comme je disais, c'est quand même un des phénomènes vraiment marquants de ce confinement. Donc, si vous regardez les deux camemberts, celui du haut, c'est le taux de gens qui avaient fait des apéros à visio avant le confinement. Donc, vous voyez que la grande majorité, la partie orange, c'est des gens qui n'avaient pas fait, jamais fait d'apéro visio avant le confinement. On a 77% de gens qu'on n'avait jamais fait. Et le camembert d'en dessous, c'est les gens, la proportion de gens qui ont fait des visio. Il y a le coronavirus. Bonne chose pour les films. Depuis Désolé. Je continue ou... Ouais, continue. D'accord, depuis le début du confinement. D'accord, excusez-moi. Et un petit problème technique. Et donc le camembert d'en dessous, voilà, vous voyez que vous avez une grande majorité de gens qui ont fait des apéros visio pendant le confinement, puisque ceux qui n'en ont pas fait, c'est la partie bleue. Donc vous voyez, en gros, vous avez quasiment 3/4 des gens qui ont fait au moins un apéro visio pendant le confinement. Donc on passe de 3/4 des gens qu'on n'avait jamais fait à 3/4 des gens qui en ont fait pendant le confinement. Donc c'est vraiment un phénomène marquant. Si on passe ensuite, on s'intéresse à la consommation d'alcool pendant ces apéros visio, logiquement, elle est quasi systématique. Hein. C'est vrai qu'on consomme, on fait des apéros visio pour consommer de l'alcool. On se rend compte que près de la moitié des sondés a bu jusqu'à 6 verres ou plus. Donc la moitié qui en ont quand même profité pour boire pas mal. Et les motivations les plus souvent amenées par les gens sont d'ordre social, donc voir ses amis, prendre des nouvelles, etc. Mais il y a quand même un quart des répondants qui cochent la case ne pas être seul à boire.
tout simplement. Et ça, c'était aussi quelque chose qui nous avait un peu alerté. On s'était demandé s'il n'y avait pas des gens qui utilisaient les apéros visio parce qu'ils se rendaient compte avec le confinement qu'en fait, ils avaient besoin de boire, des personnes qui avaient l'habitude de boire entre amis le soir, et que là, ils ne voulaient pas boire seuls, mais qu'ils avaient cette envie-là. Ensuite, si on s'intéresse aux stupéfiants, cette fois aux autres drogues à part l'alcool, on observe plutôt une diminution globale, là, dans les réponses de notre questionnaire, une diminution globale de la consommation de stupéfiants qui est liée directement à des difficultés d'approvisionnement, donc qui sont évoquées par la moitié des sondés, donc c'est quand même beaucoup. Et logiquement, on a des exceptions sur les produits sur lesquels on n'a pas besoin de passer par le marché noir pour s'en procurer. Donc le CBD, le poppers et les research chemicals, qui sont des produits qu'on peut acheter au bureau de tabac ou par correspondance. Donc d'ailleurs, il y a une tendance cette année dans le milieu festif qui a l'air d'être nationale, pas seulement en Ile-de-France, où la 3-MMC, donc qui est une catinone, un RC, est beaucoup plus consommée qu'avant. Et je pense que c'est clairement lié à cette histoire de confinement. Il y a aussi des exceptions, c'est-à-dire qu'il y a quand même des personnes pour dont la consommation de produits a augmenté, notamment des personnes qui consommaient du cannabis, du CBD, des opioïdes, donc là qui vont évoquer la gestion du stress de manière assez logique, et à l'inverse, des personnes qui ont augmenté leur consommation de cocaïne, de catinone, de stimulants pour plutôt gérer l'ennui du confinement. Et on a aussi pas mal de gens qui ont des périodes, qu'enchaînent des périodes contraires, avec notamment au début du confinement une période de grosse augmentation des consommations, jusqu'à un moment où les gens en gros se font un peu peur et décident de freiner, et là une baisse des consommations. On s'est intéressé à la consommation de médicaments. En fait, on pensait que là, on avait une hypothèse qui a été validée. On pensait qu'il y aurait eu beaucoup de consommation de benzodiazépines. Le statut des benzodiazépines a un peu changé. Je vous ai mis 2 images en bas, là, vous voyez, avec des rappeurs américains. On ne lit pas le titre, mais c'est un article de Vice. Le Xanax est un monument de la pop culture américaine. Puis une pochette d'album d'un rappeur qui s'appelle Lil Xan. Le Xanax a vraiment changé d'image aux États-Unis, et en France, c'est une tendance qui est un peu arrivée aussi. Donc, on s'attendait à avoir beaucoup de consommation de benzo. Et finalement, si vous regardez le graphique, c'est le deuxième graphique en bâtonnet, et vous voyez qu'il y en a finalement assez peu. Par contre, il semble que dans la population générale, il y ait eu beaucoup plus de consommation. Vous voyez la flèche rouge, donc là, c'est une étude qui a été publiée dans le Parisien, un sondage, et qui indique que 22% des Français auraient augmenté leur consommation d'anxiolytiques ou de somnifères pendant le premier confinement. Donc, c'est quand même une tendance qu'on peut remarquer. Vous voyez qu'il y a aussi 5,5 millions de Français qui auraient consommé plus d'alcool, et un fumeur de cannabis sur 4 qui aurait augmenté sa consommation de cannabis. Donc la consommation seule, un enjeu majeur du confinement, autant pour l'alcool que pour les autres drogues, avec 32 personnes sur les répondants qui déclarent avoir consommé seul pour la première fois pendant le confinement, et 14 personnes qui présentent leur refus de consommer seul comme le principal facteur qui a limité leur consommation. Alors, la pénurie, c'est un mot qui est peut-être un peu exagéré. La situation, elle était différente selon les régions et selon les personnes, selon la manière dont vous êtes intégré en tant qu'usager de drogue dans un réseau d'usagers de drogue et de revendeurs aussi de produits. Vous étiez plus pénurie. Mais il y a des personnes qui ont vraiment vécu des situations de pénurie. Donc nous, parmi les répondants, on a une 50aine de sevrages qui ont été décrits pendant le confinement, avec certains qui étaient clairement choisis et d'autres qui étaient clairement subis aussi. Avec d'ailleurs 4 personnes qui déclarent des problèmes graves liés à leur sevrage, donc notamment des idées noires, des cravings, et un cas de délirium très mince. Donc un sevrage qui n'a vraiment pas été pris en charge médicalement. 11 personnes qui ont déclaré avoir expérimenté des nouveaux produits en raison du confinement, avec parfois une forme d'escalade. Je vous ai mis un extrait d'une personne qui explique que ne pas avoir pu prendre de kétamine par souci d'approvisionnement l'a fait dériver et tester l'héroïne en sniff. Et 12 personnes qui expliquent s'être mis à boire pour compenser le manque d'un autre produit, principalement le cannabis. Donc, ça, c'est 12 personnes qui le disent clairement. Ensuite, on a essayé de détailler les stratégies utilisées des consommateurs pour se fournir dans cette période de crise. Le premier truc qui ressort, c'est faire des stocks. C'est assez logique. Donc, quand on peut acheter, faire des stocks. Le passage à la livraison à domicile. Donc, il y a pas mal de réseaux de revendeurs qui sont aussi mis à la livraison à domicile parce que c'était le moyen de conserver une clientèle. Donc, c'est un peu accéléré une tendance qui est déjà la tendance actuelle.
l'achat sur le net, que ce soit des produits, des sites en ligne classiques pour DRC ou sur le darknet des drogues classiques. Puis bien sûr, changer de revendeur pour avoir un revendeur moins loin, sur lequel c'est moins dangereux d'y aller. Aller dans les fours de son secteur, là aussi, pour éviter de prendre trop de risques, taxer les proches. Quelques-uns se sont mis à l'autoproduction, donc voilà, 4 personnes, 3 pour des champignons et 1 pour le cannabis, mais là, ça demande quand même une vision à long terme. On sait que ça va donner un certain temps d'avoir une récolte, et 2 personnes qui se sont mises à dealer, une pour financer sa conso et l'autre sous la pression de ses proches qui n'avaient pas de plan, et c'était le seul à avoir un plan. Ensuite, sur les effets des drogues, on s'est demandé si le confinement avait changé les effets des drogues, et effectivement, on a un quart des sondés, donc c'est quand même pas mal, qui déclarent des effets désagréables ou inhabituels suite à des consommations pendant le confinement. Alors en premier, c'est des mauvaises descentes, des lendemains difficiles, que les gens relient à la solitude, à l'angoisse et au fait de ne pas pouvoir sortir, se changer les idées. Des vomissements, des problèmes gastriques parfois assez graves, avec des irritations qui peuvent aller jusqu'à l'ulcère. Là, il semble que ça soit lié au mélange, à l'acidité de l'alcool et à l'angoisse en fait du confinement, l'angoisse, ça donne des ulcères. Des angoisses spécifiquement liées au cannabis, avec des crises d'angoisse, de parano, de la tachycardie, des insomnies, des cas d'agressivité et de violence, quand même 15 personnes, des pétages de plomb, c'est un peu le truc général alors ça peut être des hallucinations ou vraiment des délires, pas mal de déprimes, et puis donc des difficultés à gérer sa consommation. Ensuite, le cas du CBD, alors voilà, le CBD, c'est un cas un peu particulier. Donc, il y a 1/5 des sondés qui disent avoir consommé du CBD pendant le confinement, et parmi lesquels 1/3 a changé d'avis sur le CBD pendant le confinement. Donc, c'est toujours un changement d'avis positif, c'est-à-dire des gens qui pensaient que le CBD n'avait pas d'intérêt et qui se sont dit que finalement, ça avait un intérêt. Donc, c'est surtout la consommation régulière de CBD qui a augmenté. Il y a aussi 9 personnes qui en ont consommé de façon involontaire, puisque pendant le confinement, on a vu émerger une nouvelle pratique qui est les arnaques au CBD, puisque le CBD ressemble vraiment au cannabis classique, aussi bien l'herbe que le hashish. C'est assez facile de faire passer du cannabis sans THC et seulement le CBD pour du cannabis classique. Et donc, ce que nous disent les gens, c'est qu'ils ont apprécié dans le CBD justement cette proximité avec le cannabis qui permet, quand on n'a pas de cannabis classique, d'avoir une espèce de produit de substitution qui a le même goût, la même odeur, qui permet d'avoir le même rituel de rouler, d'effriter, etc. Le fait de ne pas avoir d'effet psychoactif, on le retrouve évidemment dans les inconvénients, c'est le principal inconvénient listé par les gens, mais aussi comme avantage, avec des personnes qui nous disent que, par exemple, l'angoisse du confinement leur faisait un peu avoir des bad trips, etc. Et du coup, le CBD, ça leur permet de fumer sans avoir de bad trip, et pour le travail, puisque pour pouvoir fumer à la maison sans être défoncé. Et puis l'avantage évidemment d'être plus facile à se procurer, je pense que c'est ça qui explique le fait qu'il y ait eu plus de consommation de CBD, et le fait que ça ne soit pas détecté par les tests salivaires. Dans les inconvénients, on voit aussi ressortir le prix qui est quand même assez cher toujours du CBD, puisque ça se rapproche quand même, c'est dans le même ordre de grandeur que le cannabis classique. Donc voilà, c'est une utilisation en tant que substitut. Le CBD, c'est vraiment une utilisation en tant que substitut. Je sais que les spécialistes n'aiment pas l'expression de cannabis light, qui est utilisé par les revendeurs principalement. Et pourtant, quand on lit ce que décrivent les consommateurs, c'est vraiment comme ça qu'ils le perçoivent, un cannabis light en fait. Alors, et les autres consommateurs. Donc voilà pour le questionnaire Technoplus qui parle quand même d'une portion de consommateurs qui n'est pas représentative, quoi. C'est une part des consommateurs, mais évidemment, il y a d'autres consommateurs, et l'impact du confinement, il a été très différent, je pense, selon les milieux, selon les endroits, selon les régions. Donc, on a parlé de la baisse de revenus. On sait que sur certaines scènes de consommation, il y a eu une baisse de fréquentation. On a vu apparaître des personnes en manque avec les difficultés d'inclusion dans les nouvelles structures dont on a parlé, la baisse de la qualité d'héroïne donc post-confinement, et qui a été suivie par un retour de variétés puissantes, ce qui, logiquement, ça a fait des overdoses. Il y a certains caruts qui ont dû gérer comme ça plusieurs overdoses. Je pense encore une fois à Aurore 93 à Sevran. Ensuite, on peut se poser la question de la RDR Covid. Et c'est vrai qu'a priori, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Les consommateurs de drogue, je pense, se lavent les mains, utilisent le masque un petit peu comme tout le monde.
Mais est-ce qu'il y a vraiment une appropriation de techniques spécifiques pour réduire les risques de contamination au Covid parmi les usagers de drogue? Je ne sais pas. Moi, j'ai essayé de faire quelques interviews. Je sais que j'ai un consommateur de crack comme ça qui m'a expliqué que selon lui, le crack, ça protégeait en fait du Covid. Il prenait comme exemple le fait que lui, autour de lui, dans les gens qui fréquentent, qui consomment du crack, personne n'a eu le Covid. Donc, c'est vrai que c'est troublant. Il y a eu en plus une légende urbaine, vous savez, sur la cocaïne qui protégeait du Covid. Je vous ai mis là la désinfox de la préfecture de police qui explique que non, la cocaïne ne protège pas du Covid. Mais on sait, il y a eu quand même des études qui montraient que la nicotine protégeait du Covid. Donc, ça ne part pas non plus. On peut comprendre que cette légende urbaine, elle est prise. Et puis, je pense qu'il y a aussi une question de priorité. C'est que dans certains milieux de consommateurs très précaires, etc., le Covid, à moins qu'il emmène vraiment à l'hôpital en réanimation, un petit rhume, on ne s'en rend pas forcément compte. Ce n'est pas forcément la priorité, quoi. Donc voilà. En tout cas, il y a quand même eu des personnes qui ont réfléchi sur, vous voyez là par exemple l'exemple que je vous ai mis sur le cannabis, comment décontaminer ou stériliser le cannabis pour une consommation sans risque. On a la même chose sur les pochons, donc passer les pochons au gel hydroalcoolique, etc. Si ça vous intéresse, vous pourrez trouver des conseils là-dessus. On s'est posé aussi la question dans le milieu festif techno. On a fait un deuxième questionnaire qui, lui non plus, n'est pas complètement dépouillé. Donc, on s'est quand même rendu compte, là, ce que je vous présente, c'est donc des résultats pas finaux, mais on voit qu'il y a quand même seulement 15% des gens qui continuent à fumer sur les joints qui tournent sans faire plus attention que ça. Donc, c'est-à-dire que beaucoup de gens, 85% des gens ont quand même changé leurs habitudes dans le fait de fumer sur des joints qui tournent parce qu'en pensant que la salive allait être contaminante. Seulement 10% qui ont continué à boire dans les bouteilles ou les verres d'inconnus et 30% qui ont continué à faire la bise, des câlins, etc. comme avant. Et vous voyez, il y a eu tout le débat autour de la chloroquine. Et c'est vrai que dans le milieu festif techno, on a une arnaque assez courante avec des extas qui sont en fait des comprimés de Nivaquine qui ressemblent un peu à des tasses, donc qui sont vendus pour des tasses. Donc, on s'est demandé si là aussi les consommateurs n'étaient pas protégés du Covid. Et vous voyez qu'en tout cas, les revendeurs, eux, se sont bien adaptés. Vous voyez ce comprimé avec d'un smiley, avec un masque. Donc, voilà, c'est le collector Covid, celui-là. Ensuite, pour conclure, donc, ce que disait Jean-Marc, hein, c'est le confinement a posé la question de ce qui est essentiel à la société ou pas, et la satisfaction des addictions légales, tabac, alcool, TSO, a rapidement été admise comme essentielle. Par contre, ce n'est pas le cas pour les autres, on va y revenir. Le marché des drogues a été déstabilisé, mais il a encore une fois fait la preuve de sa vivacité, de sa capacité d'adaptation. Les moyens d'accès aux drogues à domicile, livraison et correspondance se sont encore développés pour les clientèles aisées. Donc là aussi, l'accélération d'un truc déjà en cours. Le CBD est désormais mieux connu et apprécié par certains. Les apérovisio ont explosé. Et donc, pour conclure, voilà, on revient. La crise a accentué les inégalités sociales. Donc, vous voyez, mieux vaut être riche et bien portant que fauché et mal foutu. Tout le monde le sait, mais voilà, ça a confirmé ça. La distinction entre le fait que vous soyez consommateur de produits licites ou illicites, usager du système de soins ou pas, que vous soyez aisé, précaire, intégré socialement ou isolé, en bonne santé ou que vous ayez des problèmes de santé, il semble que ça, par contre, ça, où vous soyez, partout, ça a fait une distinction. Et donc, il y a un article de Miguel là-dessus, dans Psychotrope là-dessus, si ça vous intéresse. Merci. Voilà, merci. Merci à toi. Merci Vince. Merci Vince. Super. Ouais, je l'enlève. Super. Ok, merci pour ce petit compte rendu. Maintenant, on va ouvrir le débat. Donc, à vous la parole. Voilà, si vous avez envie de témoigner, alors vous avez la possibilité de témoigner anonymement. Hein, il suffit de couper la caméra si vous ne voulez pas être vu. Mais voilà, la parole est à vous. Faites-nous part de alors, vos... n'hésitez pas, vous n'hésitez pas, vous demandez la parole directement dans la discussion, vous levez la main directement dans Zoom et on vous donnera directement la parole. Ah d'accord, ça voilà. Je gère pas ça, donc je me fierai à toi. Donc voilà, écoutez, on attend. Voilà, on va pas faire une thèse et une synthèse de tout ce qui va être dit parce que ça va être forcément divers. On a chacun
chacun nos vies, chacun nos consommations, voilà, nos relations. Donc, voilà, c'est plutôt l'expérience personnelle, comment vous avez vécu ça et discuter autour de ça. Alors, on va donner la parole à Miguel, qui apparemment va nous dire quelque chose. Alors, bonjour à tous. Oui. Ah, on ne t'entend pas, Miguel. Alors, juste une petite seconde. Hop, hop. Ah. Bonjour. Bonjour à tous. Merci pour donc l'organisation de cette deuxième session là. Technoplus, juste en fait quelques réflexions. Oui, les drogues passent même en période difficile, juste même en période de guerre, elles passent. Donc effectivement, pendant le Covid, elles ont peut-être eu, en Espagne notamment, il y a eu un moment donné, il y avait eu des confinements, mais enfin bon, la drogue continue à passer. Et à titre d'exemple, il y a très longtemps, un Israélien me disait que même au pire moment des guerres en Israël, le chiite libanais continue à passer la frontière avec Israël, quoi. Bon, c'était juste une anecdote. En ce qui concerne les mesures, au départ, je voulais juste dire qu'Assud, effectivement, avait tiré la sonnette d'alarme sur la situation dramatique qui se posait. Et Fabrice avait mis sur donc, le Facebook d'Assud des recommandations pour faire des provisions, etc., de pouvoir justement, de façon à avoir des réserves. Et on s'était vite fait rappeler à l'ordre par la DGS, qui d'habitude est très longue à réagir à nos demandes, à nos sollicitations. Et là, on avait pu voir qu'elle avait très réagi en disant qu'on était, que c'était pas normal de vous donner des conseils pareils, de faire des réserves de méthadone, notamment, etc. Hein, comme quoi, au moins, ils lisent ce qu'on fait, ce qu'on publie, c'était déjà. Donc, il a fallu, mais enfin, en tout cas, la sonnette d'alarme qu'Assud a tirée à ce moment-là était vraie. Et moi, j'en avais rajouté une couche aussi, justement en demandant au CARUD, parce qu'il y a eu vraiment le problème de la non-acceptation des nouveaux, enfin d'abord des CARUD, enfin des XAPA fermés devant face, et ensuite les XAPA ont ouvert, enfin un certain nombre de XAPA ont ouvert. Et c'est vrai que dans les XAPA qui ouvraient, je ne parle pas des XAPA que j'ai qualifiés d'usagers friendly, genre Gaïa, hein, et d'autres qui ont été ouverts de tout le temps et qui ont pris plein de nouveaux patients, mais qui étaient justement débordés par tous ces nouveaux patients. Ils ont fait un appel d'ailleurs eux-mêmes aux autres XAPA qui maintenaient un profil très bas en acceptant en pratique des patients au compte-gouttes. Et donc, tous ces patients dont Vincent, tu as dit avec raison, qui étaient en manque. Et il y a eu vraiment, effectivement, au départ, dans les premières semaines du confinement, il y a eu vraiment là des cas assez difficiles. Ensuite, juste sur les sondages dont tu as parlé, Vincent, c'est vrai que les sondages sont toujours, il y a toujours suivant qui tu sondes et comment tu sondes, eh ben, forcément, on peut obtenir des résultats. Donc, on sait la fragilité des réponses, c'est des éléments d'appréciation, mais en aucun cas, on peut se fier sur un sondage pour déterminer surtout des conduites de la prise de drogue illégale. Et je pense notamment à ce que tu as dit, par exemple, qu'il y avait je crois que tu avais dit qu'il y avait des baisses de consommation, non, une hausse de consommation de cocaïne et de catinone. Il y a d'autres sondages comme celui dont on parle, Marie Geoffrey Roussy, dans le nouveau numéro d'Assud, là, donc c'est la Global Drug Survey, hein, et dans lequel ils disent qu'il y a plutôt une baisse des consommations de cocaïne et de catinone. Mais là aussi, je crois que ça dépend qui tu consultes et surtout comment tu le fais, hein. C'est-à-dire si tu le fais par Internet, etc., tu laisses de côté plein d'usagers de côté, enfin bon. Et par contre, elle soulignait, une hausse des benzos, justement, que tu as souligné aussi dans la population française. Nous, il faut prendre en compte, Miguel, que Vincent, le questionnaire qui a été fait, c'est Technoplus, donc c'est la communauté techno qui répond à cette question. Oui, je sais, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Oui, c'est vraiment sur le large. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je dis, tout dépend comment les sondages, qui tu sondes, mais c'est des éléments d'appréciation et c'est intéressant de les confronter, justement, je trouve.
Et ensuite, pour finir, c'est vrai qu'il y a un effet protecteur de certaines drogues, en tout cas. Personnellement, moi, durant ma grosse consommation d'héroïne, j'étais très rarement malade. Les grippes et tout ça, je ne les voyais pas passer. Ou quand je les voyais, la seule conséquence que j'avais, ma vie ne changeait absolument pas. La seule chose qui changeait, par contre, c'était que j'augmentais ma consommation pour couvrir justement l'effet de cette maladie. Donc, il est très possible que bon nombre d'usagers soient passés au travers du Covid en augmentant effectivement leur consommation, notamment d'opiacés là-dessus. Et maintenant, par rapport à ma consommation, en général de cannabis, eh bien, elle est devenue pendant le premier confinement inexistante, et je me suis rabattu sur le CBD, car même dans mon petit village normand, il y a un magasin CBD, dans mon petit port normand là, de Fécamp, il y a un petit magasin CBD, et donc effectivement, j'ai pu consommer du CBD qui m'a bien aidé comme produit de substitution cannabique à supporter ce premier confinement. Voilà. Donc, juste, tu veux répondre? Ouais, je veux rapidement. Merci Miguel. Ouais, c'est intéressant tout ce que tu dis. Et juste par rapport à ce que tu disais sur la cocaïne et les catinones, je reviens sur nous dans le questionnaire qu'on a fait. Les résultats montrent une baisse de la consommation de cocaïne et une augmentation de la consommation de catinones. En fait, c'est deux tendances contraires. Ah d'accord. J'avais cru que tu avais dit une hausse de la cocaïne. Ouais, non, et en fait, l'explication qui est donnée, c'est que les produits stupéfiants que tu achètes par le marché noir, les difficultés d'approvisionnement ont fait qu'il y a eu une baisse de consommation, et ça s'est reporté sur les produits que tu achètes en fait sur Internet. Et comme les catinones, tu les achètes sur Internet, tu les reçois chez toi, donc c'était facile d'en avoir pendant le confinement. Du coup, des consommateurs, par exemple, de cocaïne, se sont orientés sur les catinones, ce qui est assez logique et ce qu'on a pu aussi constater, nous, dans notre entourage, quoi. Oui, et puis il y a aussi eu la livraison qui s'est faite, qui avant concernait justement plutôt le cannabis et la cocaïne, et qui s'est étendue de manière très importante sur l'héroïne, par exemple. Oui, complètement, ouais. Tout à fait, ouais. C'est ça. Très bien, très bien. Juste, on va prendre un usager qui s'appelle Jérémy. Alors, on va t'activer ton micro, Jérémy, juste une petite seconde. Tac, tac, hop, et tout de suite, vas-y. Ouais, est-ce que vous m'entendez? Bien sûr, on t'entend. Ouais, c'est bon. Ouais, je voulais, moi, réagir sur d'un point de vue festif de ce que j'ai pu constater et puis vivre aussi. Moi, je fais partie de la communauté techno et free, mais je fais pas mal de soirées en appart aussi pendant le premier confinement. Puis depuis le Covid, ça n'a pas trop stoppé. En fait, moi, ce que j'ai pu voir, c'est des amis qui étaient plutôt sur des consommations alcool, cannabis, et qui, de par ce confinement, de par un ennui profond aussi pour certains, en tout cas, c'est comme ça qu'ils l'exprimaient, c'était dit, et c'était ouvert la possibilité à tester d'autres produits. Donc, il y a eu des ouvertures à la consommation de cocaïne, de kétamine, de 3-MMC pour certains, dans cette envie de découverte. Et du coup, je l'ai un peu interprété comme il y a un tel ennui, une telle inactivité que du coup, c'est une recherche de sensations autres et qui n'était plus existant dans la vie courante. Il y avait vraiment ce côté-là. Okay. Merci. Vous voulez réagir peut-être? C'est quelque chose qui ressort pas tellement dans le questionnaire. On a des gens, je l'ai dit, qui ont essayé des nouveaux produits, mais ça reste quand même assez peu. Et je pense que c'est très lié en fait aux difficultés d'approvisionnement qui font que des gens qui n'avaient pas de plan sur un produit, du coup, pouvaient pas. Enfin, si tu n'as pas les plans, tu peux pas essayer, quoi. Je pense que là, vraiment, les difficultés d'approvisionnement, elles ont beaucoup conditionné la consommation de produits stupéfiants. Mais je ne suis pas surpris, hein. C'est clair, parce que tu décris l'interprétation que tu donnes ennui, envie de nouvelles sensations, etc. Je pense qu'on l'a tous vécu pendant le confinement, cet ennui, cette impression un peu du temps qui s'étire, où tous les jours sont pareils, et où du coup, voilà, la consommation, ça peut aussi servir un peu de changer un peu la routine, quoi. Ouais, c'est clair. Oui, puis je rejoins ce que tu dis, c'est une question de proximité avec les produits. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as des produits autour de toi,
vas plus facilement être sollicité, tu vas plus facilement vouloir tester et goûter. Effectivement. Il y a d'autres personnes qui. Alors, actuellement, Calculistes. on n'a pas de nouveau. Pierre Alix, que j'ai vu lever la main. Allez. Alors, Pierre-Alix, c'est à toi. Non, j'ai pas levé la main. Moi, je suis ici en tant qu'observateur. Je voulais voir à quoi ça ressemblait un Négus. Ok. Eh bien, on va donner la main à Alexandra. Alors, juste une petite seconde, Alexandra. C'est comme aux enchères, il ne faut jamais lever la main parce que. Je pars avec un idée. Voilà. Une commode Henri II. Alors, on t'écoute. T'as 3 vieux usagers pour le prix d'un. Vous m'entendez, c'est bon? Ouais. Moi, j'ai juste quelque chose que j'ai constaté au niveau des soirées clandestines ou même au niveau de l'entourage ou quoi, c'était la question du partage des supports de traces, en fait, que j'avais pas forcément. Alors, autant le discours, le fait de ne pas partager sa paille, du coup, devenait plutôt évident pour du coup, éviter les transmissions de la Covid. Mais il y avait cette question du support à traces où c'était pas forcément évident. C'était assez. Il fallait qu'il soit propre, mais en même temps, c'était des galères logistiques qui faisaient que, en fait, c'était assez. On sait pas trop quoi faire, on s'en fout. Ça demande. Ça va être trop galère et du coup, ça ouvrait aussi la porte à genre, vous savez quoi, on s'en fout en fait. Et à d'autres choses. Et c'était quelque chose que j'avais pas forcément rencontré avant et qui était où c'était un peu où on savait. Moi perso, je savais pas comment forcément me positionner face à cette nouvelle problématique. Pas nouvelle non plus, mais voilà, c'était un discours qui apparaissait de plus en plus et que j'ai de plus en plus entendu. Et je voulais savoir si vous l'aviez entendu aussi. Et voilà. Nous, on l'a entendu. Après, c'est plus des questions qui sont ressorties sur les partages de joints, moi, je trouvais. Sur justement différentes techniques pour pouvoir filmer sur le joint sans avoir à mettre ses LED sur le Tonka. En teuf, c'est plus ce qu'on a rencontré que le questionnement sur le support. Et c'est vrai que le questionnement sur le support, on manque vraiment de données, quoi. C'est ça le problème, c'est que c'est pas une question, je trouve, qu'on entend souvent parce que c'est un risque qui est très sous-estimé, je pense. Et en fait, toute la question de la transmission par le SNIF, et y compris par les pailles, en fait, c'est quelque chose sur lequel il n'y a pas tellement de données solides quand on regarde des études scientifiques et tout. En fait, il n'y a pas grand-chose. C'est très difficile en fait de savoir si c'est contaminant. En général, en fait, les études elles sont épidémiologiques, c'est-à-dire qu'on prend des populations, on demande est-ce que vous êtes positif, négatif, et on regarde quelles sont leurs pratiques. Et donc, si on voit qu'il y a des gens qui n'ont jamais injecté, qui n'ont jamais eu de rapport sexuel à risque, machin, et dont la seule pratique à risque c'est le SNIF, et qui sont positifs, on se dit bon ça veut dire que c'est le SNIF qui est contaminant. Mais du coup, aller ensuite distinguer entre la paille, le support, etc., c'est hyper compliqué. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de test. On prend quelqu'un, on lui fait sniffer une trace sur un support, on sait que quelqu'un est Covid. Voilà. Du coup, c'est vraiment des questions sur lesquelles il n'y a pas de réponse solide. Donc, c'est très compliqué d'avoir, de savoir quoi dire en fait. J'aime les cartes, c'est les gens qui lèchent leurs cartes après avoir tapé la coque et qui finalement retravaillent le produit avec cette même carte. Il y a des. Ouais, et puis la carte que tu touches, tu te mouches, tu touches la carte, machin. C'est hyper compliqué. Donc après, c'est le principe de précaution. Mais c'est ce que tu décrivais sur les problèmes logistiques. Ouais, je comprends clairement quoi. C'est que si tu dois avoir un support par personne. Une lingette d'alcool à chaque fois, passer entre chaque trace, si tu as 5 ou 10 traces à faire, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est ça. Mais bon, le principe de précaution, ça serait ça. Donc, c'était juste pour témoigner que c'était des questions qui étaient apparues en fait en même temps que la Covid et que ça avait pris ça avait pris une place que ça n'avait pas avant et je me doute qu'il n'y a pas forcément de réponse mais voilà ça arrive. Non mais tu as raison de les soulever parce que c'est des questions de toute façon la maladie est là et elle sera là encore pendant pas mal de temps je pense. Et c'est des questions auxquelles il va falloir ne serait-ce que trouver des réponses et apporter quelques solutions.
c'est super de voir en tout cas que la question elle se pose, quoi. Que les gens ont quand même le truc d'aller réfléchir jusqu'au support, c'est quand même ça prouve que finalement les gens sont conscients et qu'ils adoptent des stratégies de réduction des risques, en tout cas le maximum de ce qu'ils peuvent adopter, quoi. C'est hyper intéressant. Ok, très bien. Alors, on a quelqu'un qui lève la main. Alors, merci de ton intervention, Alexandra. On va donner la place à Keep Smiling. Donc, on t'écoute. On te laisse la parole. Vas-y. Oh, salut. Alors, on t'entend pas. Le micro. Le micro. Alors, bougez pas, c'est bon? Est-ce que tout le monde m'entend? Nickel. Impeccable. Bon, bonjour à tous et à toutes. Salut. Salut. Du coup, je vais répondre un petit peu à la conversation avec Alexandra. Nous, à KS, c'est vrai qu'on a essayé de réfléchir un peu du coup à ce support à traces. On sait que c'était quelque chose qui était difficile dans la logistique. Et puis, on s'est dit que dans la période de Covid, avec toutes les problématiques, il était intéressant finalement de peut-être remettre en place du coup un outil autour du SNIF. Et donc, le support à traces était finalement tombé un peu parfaitement dans cette période de Covid. Donc, ça nous a permis de refaire un petit papier où on distribuait du coup quelque chose dans des sachets avec tous les conseils de réduction des risques liés à la consommation par SNIF. Et on glissait du coup un support en fait noir à l'intérieur en expliquant que du coup, on n'avait pas vraiment d'infos sur les contaminations liées à un support. Mais finalement, ça permettait d'avoir un outil qui permettait de dialoguer autour du SNIF ou des choses comme ça, même si c'est quelque chose qui est un petit peu plus normalisé, le SNIF dans les consommations à certains moments. Et on a essayé justement d'essayer de voir un peu si ça pouvait marcher. Donc, on s'est aperçu que c'était un gros boulot des intervenants, en fait, parce qu'il fallait vraiment en parler. Et puis, sur une ou deux soirées, les petites soirées qu'il y a eu, du coup, chez nous en Rhône-Alpes, il y a une soirée où ça vraiment, avec pas mal d'anciens, la moyenne d'âge était assez vieille sur l'espace festif. Mais finalement, c'est quelque chose qui a été assez entendu. Et on était parti avec un petit stock et sont revenus avec 0 support. Donc, même si on avait encore des zones un petit peu inconnues, on a eu quand même des gens qui ont été intéressés par cet outil et le fait de pouvoir aussi donner des sérums filles en plus dans le sachet, c'était aussi intéressant là-dessus, quoi. Donc voilà, nous aussi, on n'avait pas vraiment de retour, savoir ce que ça pouvait faire Covid et support à traces. Et finalement, on a décidé quand même de tenter un peu l'aventure avec quelque chose, avec un papier cartonné assez épais qui permet de ne pas retenir le produit. Donc bien sûr, on a fait des tests pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Et finalement, on a quand même eu derrière pas de grand retour, mais peut-être au moins quelque chose qui nous a permis d'avoir d'autres discussions et d'essayer de faire quelque chose dans cette période où on pouvait avoir des craintes liées à des supports. Ok. Je mets là. Super, vous avez. C'est une bonne idée, le support. C'est vrai que c'est un truc auquel on pourrait réfléchir aussi. Peut-être pourquoi pas mettre 2 supports, histoire de vraiment sensibiliser au fait que le support peut être contaminant. Et après, moi, c'est vrai que je me dis toujours que ce qu'il faudrait, quand on a des questions sans réponse comme ça, c'est simplement qu'il y ait des expériences. C'est qu'il y a quand même un budget énorme qui part dans la recherche en médecine. Et bon, voilà, c'est dommage que ça soit jamais fait, ce genre de truc. On n'ait toujours pas de réponse. Je ne peux pas m'empêcher de me dire ça. Mais en tout cas, l'idée du support, je trouve que c'est une bonne idée. Du coup, il faudra qu'on voit pour savoir le papier, ou alors on fera nos tests nous-mêmes. Nous aussi, on fera des tests pour voir quel est le meilleur papier. Et du coup, nous, dans les outils, finalement, en fait, beaucoup de tampons alcool sont partis dans les outils parce qu'on a donné des tampons alcool justement pour pouvoir désinfecter les cartes, ainsi de suite, et tout ça, quoi. Ouais, c'est pareil à T+. Depuis le début du Covid, on a laissé une quantité de tampons alcool qui était très peu utilisés, à part pour les injecteurs, mais sinon qui était très peu utilisé par les autres. Alors maintenant, c'est vrai qu'ils ont tous pris le pli de nettoyer leur téléphone ou leur support, mais ce qui est pas plus mal, j'ai envie de dire, parce que c'était un peu oublié, le support quand même. C'est d'autant plus intéressant qu'il y a un enjeu commun en fait dans le festif, c'est qu'on doit prouver, entre guillemets, qu'on est capable de faire la fête sans créer de cluster. Et ça, c'est un truc qui est collectif, que ce soit les sons, que ce soit les tuffeurs. On est capable de faire la teuf sans pour autant faire des clusters. Et on a bien vu, notamment dans les dernières fêtes, celle qu'il y a eu au mois d'août, je crois, et puis celle du 31 décembre, celle de juillet en Bretagne déjà, et celle du 31 décembre, que finalement, aucun cluster n'a été révélé tout de suite après. S'il y avait eu cluster, les médias en auraient certainement parlé, puisque c'était un des enjeux pour eux de prouver qu'on avait été inconscient de faire la fête.
Et donc, ça se sent, enfin moi je n'ai pas été, mais ça s'est ressenti quand même que même chez les toughers, il y avait ce désir collectif de prouver qu'on pouvait faire la fête en ayant des gestes barrières. Ouais, et puis les gens sont même conscients parce que juste le fait justement de ne pas échanger les bouteilles ou de ne pas échanger les joints, c'est quelque chose qu'on retrouvait quand même dans les dernières teufs, alors que d'habitude le partage, ça reste la norme. Quoi. Donc c'est tout à fait pris en compte par tout le monde. Ok, merci KS et salut. En même temps, ça fait longtemps qu'on s'était. Merci. Ah, ça fait plaisir. Ok, alors qui on a alors? Est-ce qu'on a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole? Là, pour le moment, on n'a personne. N'hésitez pas, hein, franchement. Peut-être des expériences en dehors du festif. Voilà. Alors, moi, juste pour une petite information comme ça, vite fait, je me suis baladé récemment au niveau d'un marchand de tabac à côté des Champs-Élysées qui exposait fièrement du CBD dans son stock, ce qui est assez impressionnant dans le sens où c'est comme si on avait l'impression que le CBD était beaucoup plus accepté, toléré qu'il y a quelques temps. Je vous rappelle qu'il y a eu une espèce de descente à Paris où la plupart des CBD shops ont été fermés. La plupart ont été réouverts d'ailleurs parce qu'ils ont été tous déboutés en justice. Et de voir sur les Champs-Élysées un marchand de tabac présentant du CBD, c'est une image assez forte pour un fumeur de cannabis, je pense. Parce que ça lui amène à l'idée que peut-être un jour, ça ne sera pas du CBD qu'on lui proposera dans ces petits sachets. On l'espère. On l'espère. Voilà, c'était juste une petite expérience que j'ai eue et que je voulais vous partager. Merci. D'autres personnes veulent prendre la parole, témoigner? Alors, dans les médias, on n'a pas de... moi, je peux témoigner. Pendant le Covid, j'ai vécu une petite expérience. C'est juste, donc moi, je suis consommateur de toute drogue et essentiellement, ce que j'aime beaucoup en tout cas, c'est les opiacés. Je suis aussi sous traitement de substitution. Et là, pendant le Covid, j'ai eu plus de mal à avoir mon traitement de substitution qu'à trouver de l'héros. Même avec, alors c'est vrai que dès le début, ils ont mis en place le fait de pouvoir renouveler son ordonnance directement dans sa pharmacie. Alors moi, j'étais je pense la problématique, le problème type. J'étais en confinement dans un autre département que celui de base. Donc, je suis parisien, j'étais confiné dans le 95 parce qu'à l'époque, j'habitais dans le 95. Mon médecin étant à Paris et ma pharmacie étant à Paris, j'ai mis pratiquement 4 jours pour pouvoir renouveler ma méthadone. Il n'y a aucune pharmacie qui voulait me délivrer ma méta, même avec l'appel de mon médecin et l'envoi de l'ordonnance. J'ai dû trouver un Carude Xapa Friendly UD qui, eux, m'ont dépanné et m'ont trouvé une pharmacie qui était plus ou moins souple aussi sur ces trucs-là. Et ça, malgré toutes les directives, mon médecin qui était derrière moi et qui m'a aidé tout le long, qui a appelé, je ne sais pas, moi j'ai dû faire une dizaine de pharmacies et 5-6 centres de soins. Voilà. Et j'ai mis au total réellement 4 jours avant de renouveler ma méta. Donc vous imaginez bien qu'entre-temps, je ne suis pas resté à l'attendre. Le tout, effectivement, sur 1 heure, hein, puisqu'on avait 1 heure par jour. Et le tout sur 1 heure. Non, c'était quand on est. Enfin, oui, du coup. Oui. À la fois faire les courses, aller chez le médecin, chez le pharmacien, enfin, c'était. C'est ça. Donc, effectivement. Et je t'explique même pas. Enfin, j'imagine que ceux qui connaissent doivent imaginer, mais du coup, quand vous expliquez ça à la pharmacie qui vous a jamais vu de nowhere et qui a même peut-être jamais vu de mec sous traitement de méthadone, parce que des fois, tu as l'impression que tu es le seul, en tout cas pour certains. Donc c'était assez dur et je me suis retrouvé vraiment confronté à des murs. Quoi. Bah oui, d'autant plus que comme beaucoup
de dealers se sont mis à livrer. En fait, c'est beaucoup plus facile de passer un petit coup de téléphone et de se faire livrer que faire le parcours pour aller chercher sa substitution. C'est vrai que c'est pour ça que j'aurais bien aimé qu'on ait des témoignages là-dessus et surtout dans les zones rurales, j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé. Moi aussi, j'ai un témoignage comme ça d'une personne qui a déménagé, qui habitait en Île-de-France et qui est partie vivre en Pays de la Loire, en Vendée, et qui a gardé son traitement, en fait, son médecin et sa pharmacie à Paris, puisqu'elle y vient très régulièrement. Et du coup, là, avec le confinement, elle ne pouvait plus venir. Et donc, qui a pensé qu'avec l'arrêté, elle allait trouver très facilement en Vendée. Et donc, qui a appelé le XAPA, apparemment un peu cool de Vendée, et où elle a eu un échange lunaire où on lui a expliqué que oui, c'était possible, mais qu'il faudrait qu'elle vienne chaque semaine parce que la méthadone, c'était interdit d'avoir une délivrance plus qu'une fois par semaine. C'est-à-dire que c'était dans la loi, que c'était interdit. On pouvait... Donc, elle a dit, mais moi, la méthadone, je la prends par mois, en fait. Je prends un mois à la pharmacie. Donc, c'est bien que c'est légal. On lui dit non, c'est interdit. Vous pouvez en Vendée, vous ne trouverez aucune pharmacie qui acceptera de faire ça. Et en gros, on lui expliquait qu'il n'y avait que 2 pharmacies qui distribuaient la méta et que c'était par semaine. Donc, c'était compliqué, quoi. Ok, on va avoir un petit témoignage. Alors, on va laisser Fabrice s'exprimer. Fabrice, c'est à toi. Alors, il faut que tu te démutes. Voilà. Yes, vous m'entendez? Parfaitement, super. Vachement loin là. Donc, vous m'entendez, c'est des miracles de la technologie. Non, mais je voulais. C'est intéressant là d'avoir entendu ton témoignage, Flo, parce que. Alors, je sais que normalement, je suis pas censé dévoiler la confidentialité des échanges qu'il y a en ce moment même à la commission des stupes, là, qui est l'autre Zoom auquel j'étais censé participer. Mais disons que je peux faire état d'une information générale qu'il y a au niveau institutionnel sur le fait qu'il y aurait plus de substitutions depuis les confinements et que ça se passe mieux. Voilà. Et Dixit, ce que j'ai entendu, alors bon, je ne dirais pas que c'est à la commission des stupes, puisque je n'ai pas le droit de le dire, mais comment ça se passe mieux? Alors, voilà, le discours, ce serait… alors, objectivement, il y a une augmentation des prescriptions de méthadone, donc ça, c'est objectif, hein, c'est mesuré. On peut d'ailleurs l'expliquer par le fait que je pense qu'il y a des gens qui sont retrouvés en galère, tout simplement. C'est logique. Du coup, ont été à la prescription. Et puis, il y a eu des facilités. Pour faciliter l'accès, surtout, en plus. Voilà, c'est ça. Donc, des gens qui ont découvert la substitution par le biais de cette affaire, mais aussi un discours institutionnel qui s'enorgueillit du fait que ça se passerait mieux, quoi. Alors, du fait aussi des dispositions réglementaires qui ont reconduit les traitements sans repasser par le médecin. Ouais. Et ça, ces dispositions, elles ont été confirmées dans le prochain, j'allais dire le prochain confinement. Donc c'est un lapsus. Mais non, mais je trouve ça intéressant parce que on voit bien que ce que tu dis, Flo, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout un succès. Ah non, loin de là. Voilà. Bon, et ça, voilà, c'est vraiment dommage que cette voix-là, elle puisse pas être entendue, notamment dans ce type de commission, parce que ça pondère, tu vois, une espèce d'autosatisfaction dont se prévaut toujours les autorités. Parce que c'est vrai que cet aménagement qui fait qu'on n'est pas à retourner chez le médecin, c'est un progrès. Et ce progrès, on voudrait qu'il soit pérennisé. En plus, il y a un deuxième effet qu'il faut noter. Il n'y a pas eu de crise des overdoses. Voilà. Alors que c'est indiqué dans le dernier journal d'A-Sud. Nous, on nous a remonté les bretelles, la DGS nous a remonté les bretelles parce qu'on avait indiqué en début de confinement les techniques qui permettent d'éviter de repasser chez le médecin. C'était bien avant le décret qui permettent de ne pas repasser en prescription. Hein. Donc, on avait mis sur le journal, bon, vous avez le doublement des posologies, un truc que les usagers connaissent. En fait, c'est tout ce qui sert à faire des réserves, tout ce qui sert à faire des stocks. Bon, doublement des posologies,
chevauchement, hein, le truc qui est une pratique légale, hein, qui consiste à ce que votre médecin dise « je vous renouvelle », même si ça fait une semaine que vous êtes venu me voir. Et puis, enfin, en gros, voilà, tout ce qui est faire des stocks. On a immédiatement été sanctionné par la DGS, par une lettre officielle hein, de la sous-directrice, qui nous a dit vous contrevenez à la réglementation et vous risquez de mettre en péril le système parce que l'industrie ne pourra pas fournir. Sous-entendu, à cause d'Assud, on allait mettre en péril l'offre de traitement de substitution. De traitement de substitution, quoi. Ça. Il voulait parler les stocks. Il voulait parler du vaccin. Les stocks, tu vois. Bon, inutile de dire, c'est un délire total. Les laboratoires me l'ont confirmé d'ailleurs. Mais par ailleurs, le fait de ne pas avoir à retourner chez le médecin, c'est une bonne chose. Il faudrait absolument que ce type de témoignage que tu viens de faire soit consolidé par d'autres déjà, et puis ensuite porté au niveau des institutions pour leur dire il n'y a pas eu d'effet d'overdose non plus, et pourquoi ça ne deviendrait pas la règle pour des gens qui sont depuis 5, 10, quelquefois 20 ans et qui vont tous les mois ou tous les 2 mois, parce que ces pratiques de doublement, ils les connaissent depuis longtemps, chez leur médecin pour une espèce de passage obligé. Ouais. Voilà mon commentaire. Eh bien, très bien, très bien. Bah, je te remercie, Fabrice. Merci pour ton témoignage. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui veulent nous apporter leur témoignage? Alors, témoignage vite fait, je vois ça de Sam. Sam, on va te donner la parole. Alors, un tout petit stop. Hop. Sam. C'est parti pour toi. Alors, juste une petite seconde. Salut Sam. Salut Technoplus. Salut. Comment? Salut Assud. Salut Keep Smiling. Bonjour les gens. Salut. On t'écoute. Ok, donc là je suis avec des amis, il y a des débats et des discussions relativement nourries là, pendant les différents partages. Voilà. On a 2 points de vue sur Lyon et sur Paris. Perso, moi je suis dans un parcours de rétab là, depuis 2 ans et demi. Donc j'arrête la cam, enfin l'héro, la coke qui sont devenus très très problématiques pour moi. C'est vrai qu'avec le premier confinement, j'avais eu des reconsos coke. C'était mettre un petit peu… Alors, j'ai apprécié, moi, le confinement. Alors, un truc à dire, j'étais en CTR et le CTR a fermé. Donc, tout le groupe de personnes qui étaient en hébergement d'un XAPA, on a dû partir et trouver des solutions alternatives. Et c'est eux qui vous ont trouvé les solutions ou pas du tout? Non, on a dû trouver par nos propres moyens. Donc, c'était une situation assez singulière. Ouais. Le truc mis en avant par la direction, c'était protéger à la fois les équipes et les résidents. C'est fou. Voilà. S'il y avait une contamination Covid, voilà, ça allait être compliqué. Des gens de l'équipe qui ont des enfants, enfin voilà, il y avait cette hyper responsabilité. Bon, il y avait peur pour eux, quoi. Qui les a amenés, voilà. Aussi en termes de responsabilité, ouais, je pense. Voilà. Donc, premier confinement, je l'ai fait à Lyon. Et là, ouais, il y a eu quelques consos coke. Donc, c'était un peu… Alors, j'en voulais pas à la base, mais là, c'était histoire de s'ambiancer un peu, l'ennui, faire quelque chose en plus. Même si le confinement, pour moi, était appréciable, je sortais de la collectivité. Donc, puis être en collectivité, pas choisi, etc., c'était quand même plutôt cool. Quoi d'autre? Consommation de champi aussi. Du coup, je me rabats avec des prods auxquels il ne faut pas trop que je touche. Top pour moi. Champi, ouais. Champi qui revient. Donc, côté récréatif, assez sympa, introspectif, rigolade. Donc, voilà. Du coup, je me rabats un peu là-dessus. Je vais en parler un peu. Bon, c'est des cas un peu à part, mais voilà. Champi que les copains font pousser? En commande et à faire voilà, fait pousser à la maison, quoi. Ouais. Donc voilà, en autoprod, on va dire. D'accord. Et puis voilà, je sais pas quoi ajouter. Donc les amis qui sont présents là, ils font les timides, mais je pense qu'ils ont des choses à dire aussi. Oui. Ouais, allez-y. Allez. Dites-nous tout. Faire leur porte-parole. Allez.
La coke sur Paris, facile d'accès. C'était en mode livraison, je crois, pour mon pote. Lui, c'était en mode rechute et remettre la tête dedans. Je ne sais pas sur les causes ou. Non, voilà, ils veulent pas. Ils sont pas chauds pour partager. Donc voilà, ouais, c'était en mode livraison essentiellement. La qualité du produit, je ne sais pas trop. Disponibilité, c'est resté relativement accessible. Si, ouais, un partage intéressant. Et il s'est retrouvé à faire des livraisons. Il nous disait que les livraisons commençaient plus tôt dans la journée. Ah ouais. D'habitude, c'était 18h et là, c'était du midi. Avec le télétravail, des mecs qui bossent, la trentaine, qui sont à leur domicile, qui ont des sous, ils commençaient à se mettre la tête plutôt dans la journée, quoi, en fait. Ouais. Et elle s'arrêtait plus tôt aussi ou pas? Je sais pas. Je sais pas. Ça s'arrêtait plus tôt. C'est vrai que les horaires. Non, ils prévoyaient large, quoi, en fait. Ah ouais. Ils commandaient à l'avance, ils faisaient des réserves et puis ils cassaient vachement les barrières, en fait. Ouais, bah ouais, c'est ça. Ouais. D'habitude, ils consommaient que le soir, alors que là, ils commencent. Ouais, et quand ils commencent comme ça, quand on commence à casser les barrières, mais enfin, je sais que je suis tombé dans la coke comme ça. Hein. Ouais. La consommation aussi. Comme ça, en cassant les barrières, en commençant un peu plus tôt, en commençant seul. Des réserves. En faisant des réserves. En prévoyant. Oui. Les réserves qui partent plus vite que prévu, quoi. Mais c'est toujours très dangereux, les réserves. Ah oui, ça dépend de gérer. Ça dépend des prods, mais c'est vrai qu'un produit comme la coke, la réserve, ça peut être... Il suffit que tu la fumes ou que tu la tapes, enfin que tu la shootes en plus, c'est encore. Ouais, ça part encore plus vite, quoi. Donc voilà. Après, j'ai entendu plein de choses vraiment pertinentes aussi, que ça me revienne. Oui, sur la difficulté d'accès des traitements. Alors là, je ne peux pas témoigner directement, mais mes premiers substituts, Sub ou Meta, il y a déjà des années en arrière, il y a déjà 15 ans, j'allais faire les vendanges. C'était un calvaire pour trouver un médecin, une pharmacie, réussir à refaire une ordo. Donc j'imagine bien là, que pour les gens sous traitement ou initier un traitement, c'est peut-être compliqué. Une copine qui est là aussi, qui essaye d'avancer aussi dans son sevrage ou consommer moins, quoi, dans une moindre consommation, moins problématique, ou là chez l'héros avec des consos à côté de temps en temps, pour mettre en place un suivi avec un XAPA, c'était pas possible, quoi. Elle a passé plusieurs coups de fil, aucune prise en charge. Ah ben non, vous consommez pas actuellement, donc elle a été obligée de changer son discours, dire ben non, je consomme plus d'héros, mais j'ai d'autres consos qui viennent remplacer. J'ai besoin d'aide. Est-ce qu'on peut me recevoir? Est-ce que je peux avoir un rendez-vous? Mon ex-petite amie aussi, avec le confinement, c'était extrêmement difficile. Alors, elle avait fait un parcours de soins assez bref, mais parler du décès de son ex-compagnon, enfin voilà, des anecdotes qui étaient quand même un peu lourdes, notre relation, du nouvel environnement professionnel, voilà, impossible de trouver des interlocuteurs, c'était des délais vachement longs. Et le confinement a fait qu'elle a lâché l'affaire, quoi. Ou sinon, un autre témoignage encore indirect, des gens qui sont morts de ne pas pouvoir accéder aux soins à cause du confinement aussi. Des gens qui attendaient de pouvoir accéder à des structures, à un sevrage addicto, un service alcoologie, qui sont restés. J'ai eu le témoignage là d'une amie, quelqu'un de sa famille qui s'est foutu en l'air. Il était trop en souffrance, il n'y avait pas de réponse. Il y est resté aussi. Donc, peut-être rappeler aussi, c'est peut-être si anecdotique, mais bon, il y a des guillemets quand même, quoi. Rappeler aussi ces événements-là. C'est compliqué, mais c'est déjà des structures qui souvent manquent de personnel. Alors, en plus, avec le Covid, entre les gens qui étaient malades, ceux qui avaient des enfants et qui du coup restaient chez eux, et certains centres qui, à part les maraudes, finalement, n'ont pas gardé le fait de filer directement le matos à l'intérieur ou des trucs comme ça. Tu as eu aussi la fermeture d'autres structures qui ne sont pas fléchées addicto, drogue, etc. Ce sont plus des structures d'aide sociale qui ferment. Du coup, mettre plus de gens en demande et qui embourbent les structures addicto, quoi. Mais bon, il y a quand même un problème du point de vue de certaines structures addicto qui n'ont pas quand même joué le jeu. Je veux dire, le décret, l'arrêté là, qui visait à favoriser les traitements de substitution et tout, il y avait quand même une volonté de dire, bon là, il faut arranger les choses, il faut mettre un peu d'huile dans les rouages. Et il y a des structures qui n'ont vraiment pas joué le jeu quand même, quoi. Et ça, voilà, je ne sais pas si à un moment, l'ARS ou si quelqu'un leur tape sur les doigts ou si juste, ça y est, c'est passé, c'est oublié, quoi.
C'est vrai que les usagers, c'est difficile après d'aller. Il y a l'Observatoire des droits des usagers à Sud. Ce que j'allais dire, si ça arrive autour de vous, en tout cas, si vous avez un proche ou même vous, à qui ça arrivait des difficultés de réapprovisionnement de traitement de substitution pendant la période Covid ou encore d'ailleurs, hein, c'est parce que le décret est toujours en application là. Faut pas hésiter surtout vous allez directement sur le site pour la partie ODU et là vous avez la possibilité de remplir un formulaire en ligne. Nous, ça nous permet au moins de recueillir des témoignages. Alors même si sur le coup on pourra peut-être pas forcément faire grand chose et quoique, hein, ça nous permet en tout cas d'avoir plusieurs témoignages et derrière de pouvoir amener les choses, de tirer la sonnette d'alarme en tout cas. Ouais. Mais le Covid n'a rien changé, hein. Il a exacerbé ce qui était déjà existant. On ne parle pas des pharmaciens, mais il y a très peu de pharmacies à Paris. En province, dans les petites villes, ça va être encore pire, mais il y a très peu de pharmacies à Paris qui acceptent de délivrer de la substitution. Les 3/4 n'acceptent pas. Ouais. Voilà, dans le quartier Belleville, Ménilmontant, il y a une pharmacie. C'est la seule qui accepte encore aujourd'hui, alors que ça devrait être obligatoire pour toutes les pharmacies. Et d'où la double réponse, c'est-à-dire que non, l'ARS ne fait jamais rien. Alors que c'est obligatoire. C'est une situation qui existe depuis que la substitution existe et les autorités publiques n'ont jamais rien fait pour froisser l'académie de pharmacie et les pharmaciens. C'est-à-dire que voilà, c'est comme ça. Je pense que le Covid a exacerbé effectivement les choses. Moi, j'avais un témoignage qui était un témoignage indirect, puisque c'est quelqu'un parmi l'appel à témoignage. Il était proposé qu'on se contacte. Donc, il y a quelqu'un qui m'a contacté pour parler de ses consommations donc avec sa copine. C'est-à-dire qu'ils allaient, ils allaient en milieu festif, ils allaient dans des soirées, free party ou rêve légal, et ils consommaient essentiellement de la cocaïne. Donc, c'était un rituel qui était tous les 15 jours ou toutes les semaines, ça dépend de leur… voilà. Et quand il y a eu le confinement et qu'ils se sont retrouvés seuls tous les deux dans leur appart avec rien à foutre, et puis pas de sortie du samedi, eh bien, ils ont commencé effectivement à consommer quotidiennement de la cocaïne. Donc, le témoin me disait que lui, de son côté, il savait qu'aujourd'hui, il était accro, qu'il ne pouvait pas s'en passer, qu'il ne savait pas si sa copine était dans le même état que lui. En tout cas, ils n'en parlaient pas. Ils n'en parlaient pas tous les deux, mais lui savait qu'il ne pouvait pas, pouvait pas résister. Il pensait que sa copine gérait mieux que lui, alors qu'elle consommait tout autant et tout souvent que lui. Mais en fait, voilà, ils étaient le confinement, il y avait confinement et silence, en pensant que l'autre, alors peut-être qu'elle devait se dire qu'elle était accro, mais que lui… Ils se disent peut-être la même chose. Voilà, ils disent peut-être la même chose, sans en parler. Et c'est assez compliqué. Ouais. Ok, très bien. On va donner la parole encore à Fabrice. Alors, juste un petit instant. Hop, on te donne la parole tout de suite. C'est parti. On t'écoute, Fabrice. Non, on t'entend pas. Ah oui, c'est le même Fabrice. Ouais, c'est le même Fabrice. Ouais. Bon, alors, c'est une réaction et une question. Et puis, oui, en passant aussi, quand même, dire que pour les non-délivrances de traitement de substitution, il faut attaquer à l'ordre des pharmaciens. Parce que malheureusement, nous ne pouvons pas le faire. On a essayé de le faire en tant qu'à Sud, de porter plainte lorsqu'il y a un refus manifeste de délivrer, parce que l'ordre des pharmaciens, c'est une juridiction qui condamne la non-délivrance de médicaments. Simplement, on a été débouté parce qu'il faut que ce soit la personne concernée qui porte plainte. Bon, après, je voulais intervenir sur la question de la consommation de psychostimulants versus produits type opiacés ou alcool, type versus dépresseurs. Parce que ça,
je pars d'Assud très souvent tard le soir, là, et je prends la ligne 2 là, pour les Parisiens, et je passe devant, je reste à Stalingrad, et vraiment, ce qui me broie le cœur, c'est de voir donc les consommateurs de crack qui sont dans un état depuis cette affaire de confinement absolument effroyable. Ça, vraiment, ça, c'est terrible parce qu'ils sont. On voit que bon, voilà, cette histoire les a complètement cramés, quoi. Mais en même temps, ils ont des billes énormes, donc on voit bien qu'il y a une consommation de crack qui continue. Et quand on connaît un peu l'affaire de l'intérieur, on se dit psychostimulant, mais pourquoi, quoi, tu vois? Alors évidemment, pour les craqueurs, j'imagine qu'il y a des réponses de type social, mais là, la question que je voulais vous adresser à tous les trois, là, c'était quel regard vous portez là-dessus? C'est-à-dire, a priori, dans ce que j'ai entendu, de ce que tu disais, Vincent, les consommateurs de psychostimulants, toutes catégories confondues, hein, ça continue, ça a pu même augmenter, voire même on a entendu un témoignage, là ça débute, et pourtant on se dit qu'en période où on est en plus déprimé, en plus dans l'incapacité d'avoir des contacts sociaux, c'est pas forcément le meilleur produit. Et par ailleurs, est-ce qu'il y a vraiment une constatation de ce que je disais sur les TSO, plus généralement d'augmentation de consommation d'opiacés? Parce que pour l'alcool, il semble que ce soit constaté, il y aurait une augmentation de ces consommations. Et là, pour le coup, ça a une explication en termes d'effet. Quand on est déprimé, c'est plutôt vers ces produits qu'on se dirige. Alors, je voulais poser cette question-là. Comment vous expliquez ces deux... finalement, ce qui reste une curiosité, quoi, que les psychostimulants continuent à être consommés, même pendant cette période. Il y a peut-être, dans le questionnaire, il y a un élément de réponse, c'est que les gens qui consomment des stimulants, ils le relient presque toujours à l'ennui. Donc, tu vois, l'idée que tu t'ennuies et que le psychostimulant, il vient casser la routine, te mettre dans un état où tu vas percevoir le monde différemment et ça va t'empêcher de t'ennuyer, quoi, en fait. Après, c'est vrai que c'est aussi décrit pas mal, on a mis des questions ouvertes sur les effets inhabituels, etc. Là, j'ai parlé des trucs les plus, entre guillemets, graves, mais c'est aussi beaucoup décrit le fait de ne pas profiter de sa défonce parce que justement, on ne peut pas sortir. Quand on a pris, par exemple, sur la MDMA, c'est hyper décrit. Les gens qui disent j'ai pris de la MDMA et en fait, le fait d'être enfermé, je l'ai mal vécu. Parce que j'avais envie de sortir, j'avais envie de voir des gens, et que là, on était 3 dans l'appart et que voilà, ça change un petit peu de la teuf qu'on fait d'habitude, quoi. Mais quand tu dis pourquoi, c'est vraiment, tu le sais très bien, c'est une question hyper compliquée. Quand tu parles à un cracker qui te dit que les descentes, elles sont difficiles, que machin, que c'est 5 secondes de kiff enfin 2 minutes de kiff pour 1 heure de galère après, que tu es obligé de reconsommer, de finir avec des benzos, de l'alcool parce que sinon tu es cassé. Je sais que je parlais justement avec un mec de ça et il me disait, lui, ouais, mais tu as quand même 5 minutes de kiff. Donc, ouais, après, tu morphes, mais tu as quand même ces 5 minutes de kiff. Et si tu n'as rien d'autre dans ta vie à ce moment-là, ouais. Et on sait que les crackers dont tu parles, c'est de Stalingrad et tout, c'est des populations qui sont. Enfin, parce qu'attention, ceux de Stalingrad, tu as plein de gens qui viennent pécho à Stalingrad et qui ne restent pas. Mais ceux qui restent vraiment à Stalingrad, qu'on voit tout le temps, c'est des populations qui sont souvent précaires, qui sont dans différentes problématiques qui font que, franchement, comme tu dis, en fait, le Covid, c'est le dernier de leurs soucis. C'est les conséquences du Covid qui les ont atteintes. C'est le confinement, la perte de revenus. On sait que la prostitution dans ce milieu-là, c'est une source de revenus hyper importante, y compris pour les hommes, avec le proxénétisme, etc. Et du coup, ils ont été frappés super durement. Ouais. Et encore, j'ai envie de dire, alors certains ont été frappés super durement, mais pour avoir pas mal de connaissances qui bossent en Carude et en Xapa, il y en a aussi beaucoup qui ont été aidés du fait du confinement parce qu'ils ont eu pendant 3 mois un toit sur la tête. Voire 3, voire un peu plus, parce que souvent ça a été conservé. Il y a toute une partie qui a continué à se défoncer, mais qui en tout cas a été au chaud et tranquille pendant une bonne partie de l'année 2020 grâce au Covid. C'est vrai qu'ils ont déclenché, ils ont accéléré, il y avait déjà le plan crack, ils l'ont accéléré en donnant facilement des toits, mais après c'est toujours pareil, sur cette population,
même si bien sûr ça aide de donner un toit, ça fait pas tout, quoi. On voit qu'il continue et que c'est compliqué, quoi. Mais c'est vraiment c'est un problème super compliqué. Je pense qu'on n'aura pas la réponse en 2 minutes, quoi. Après, j'ai Jérémy qui lève la main. Ouais, vas-y. Alors, Jérémy, on donne la parole. Ouais, alors je suis désolé parce que je suis dans le métro, j'espère que je ne vais pas vous gêner, mais je voulais juste rebondir sur l'histoire de ce dont parlait Flo sur l'hébergement pour les consommateurs précaires qui est arrivé suite au Covid. Je vais profiter de cet espace pour dire aussi que c'était incroyable de voir que quand le gouvernement veut mettre de l'argent et donner des financements pour de l'hébergement, il est capable, parce que ce qui s'est passé depuis le premier confinement, cette faculté à mettre en place, à mobiliser des hôtels, à mobiliser des équipes, quand ils le veulent, et malheureusement pas pour les bonnes raisons, parce que c'était juste pour confiner les personnes, en tout cas c'était la volonté. Quand le gouvernement le veut, il le peut. Et c'était assez impressionnant de voir ça. C'est vrai qu'en plus, il y a un truc particulier, là, si on prend vraiment la situation d'Île-de-France, je ne sais pas si ça intéresse tous les gens qui regardent, mais c'est quand même un cas un peu à part, c'est qu'il y a la grosse scène de consommation du crack d'Île-de-France qui était la colline, qui a été, alors ils disent démantelée, c'est vraiment un mot sur lequel on peut s'interroger, qui a été expulsée, ça serait peut-être plus réaliste, voilà, ça rendrait peut-être mieux compte de la réalité, qui a été expulsée en décembre. Ça s'est reconstitué derrière et ils ont re-expulsé en février, ça s'appelle Rosa Parks, c'est un espèce de tunnel à la station Rosa Parks. Ils ont re-expulsé. Du coup, le confinement, il est vraiment arrivé à un moment en plus de fragilité particulière. Donc c'est sûr que il fallait les reloger, parce qu'il y avait aussi une visibilité des consommateurs de crack dans la rue qui était hyper importante. Dans certains quartiers, Stalingrad, le 18e et tout. On sait que par exemple, il y a beaucoup de consommateurs de crack de Saint-Denis qui sont descendus sur Paris parce que à Saint-Denis, il n'y avait plus de plan, il n'y avait plus machin. Donc, ils sont un peu tous venus sur les quelques endroits, la gare du Nord, Stalingrad et tout. Et il y avait une visibilité qui était super importante et avec toute la question des riverains donc c'était un enjeu pour la mairie de Paris. Tu dis de mettre un toit sous la tête, de confiner, mais aussi de cacher, de mettre tout ça sous le tapis, quoi. Donc il y avait vraiment un enjeu autour de ça, ouais. Mais le terme n'est pas neutre. On démantèle une scène de consommation comme on démantèle un réseau de trafiquants. C'est clair. On va redonner la parole à Miguel. Miguel. Alors, micro, Miguel. Hop, demande de réactivation de micro. On m'entend. Alors, tu ne l'as pas activé. C'est bon. Là, on t'entend. Oui, d'accord. OK. Non, juste par rapport à l'obtention de TSO, sans remettre en cause du tout tout ce qui a été dit depuis Flo et tout le reste, ça, je sais que ça a effectivement été le cas. Je pense quand même qu'il y a eu quand même une augmentation en tout cas, mon expérience personnelle du nombre de pharmacies qui en délivrent, peut-être pas tant sur Paris, puisqu'elles savent justement qu'il y a d'autres pharmacies, il y a quelques pharmacies qui le font, il y a très rares pharmacies qui le font, mais que je veux dire qu'il y en a quand même quelques-unes. Par exemple, moi, moi, je suis à Gaïa, donc pour mon traitement Méta, et donc j'avais pas la possibilité d'aller passer prendre mon ordonnance mensuelle, etc. Et donc j'ai demandé à chercher j'ai cherché une pharmacie sur mon bled en Normandie. Et j'ai eu la surprise, je dois dire, que la première pharmacie où je suis allé, c'est vrai que c'est une pharmacie qui donne aussi, dans laquelle je m'étais déjà adressé pour avoir ma trithérapie. Et et en tout cas, ils n'ont fait aucune difficulté pour me donner donc un traitement Méta. Ils m'ont juste demandé, j'aurais montré mon ancienne ordonnance, ils m'ont dit oui, d'accord, ok, on peut vous le donner. On serait quand même plus à l'aise si votre médecin il nous faxait ou il nous envoyait par mail une nouvelle ordonnance. Je l'ai demandé bien sûr à Elisabeth Avril qui l'a envoyé. Et effectivement, j'ai eu aucune difficulté. Et depuis, d'ailleurs, j'ai continué avec cette pharmacie. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment la province là. Et je pense que j'ai vu d'ailleurs avec surprise que dans les boîtes qu'ils me donnaient, ils m'ont donné plusieurs boîtes. Enfin bon, il y a évidemment plusieurs boîtes, mais plus que d'habitude, dans la mesure où il y avait des boîtes dans lesquelles il y avait des traitements qui étaient déjà entamés. J'ai dit mais comment ça se fait ça? Ah, mais parce que
il y a le médecin, parce qu'il y a un XAPA quand même à Fécamp, et il y en a qui donnent de la méthadone vraiment au compte-gouttes, quoi, parce que genre 5 gélules ou 6 gélules, quoi, puisque je me retrouvais avec des boîtes, enfin, ou même moins. Je comprends pas trop d'ailleurs l'histoire. Mais enfin, ce que je voulais dire, c'est que même en province, donc il y a eu des pharmacies, et je pense que ça a été quand même un mouvement, que le Covid, il y a eu quand même un espèce d'élan de solidarité qui a dû quand même se créer quelque part. Là, je me fais un peu l'avocat du diable, c'est vrai, mais je pense que s'il y a eu une augmentation, effectivement, de l'élan de solidarité qui fait du contrôle au faciès, quoi. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même… Non, mais si tu veux, il y a eu du fait qu'il y a eu beaucoup plus d'augmentation de patients, c'est forcément… Il ne faut pas oublier que le pharmacien, c'est un commerçant aussi. Je veux dire, or, un traitement méta, quand il voit arriver un mec, bien sûr, je ne parle pas du gars qui arrive avec son chien, mais qui voit arriver un patient comme un autre, finalement, et qui lui demande un traitement méta, à partir du moment où il a une certaine… Bon, il voit aussi le fait que, tiens, on va fidéliser ce patient, et comment on va le fidéliser d'ailleurs, évidemment. Donc, je pense qu'il y a eu aussi ce réflexe-là, commerçant aussi, solidarité, je ne sais pas, mais surtout commerçant, et du fait d'une augmentation du nombre de patients, et surtout, je dirais, du nombre de patients intégrés, ces fameux 80 ou 90% d'usagers de drogue qui sont aussi des gens qui travaillent avec une vie de famille, etc., et qui, à un moment donné, doivent prendre un traitement, ou font d'ailleurs les deux, comme beaucoup de gens, qui vont faire les allers-retours, etc., et entre le traitement et l'usage. Et donc, tout ça, ça a fait que des pharmacies se sont ouvertes, et j'imagine, les médecins, je ne sais pas, mais je pense que les pharmacies, quelques-unes sont ouvertes. Il ne faut pas oublier que non plus qu'à Sud et également d'autres acteurs, mais en particulier à Sud, avaient déjà protesté auprès de l'ordre des pharmaciens, qui avaient envoyé des circulaires. Je veux dire par là qu'il y a eu des couches qui avaient été remises, quoi. Et là, devant l'urgence de la situation, j'imagine que certaines ont dû céder, et devant le profil peut-être assez lambda de ces nouveaux patients qui sont découverts, après tout, c'est des gens comme tout le monde, parce qu'effectivement, c'est monsieur tout le monde qui vient prendre son traitement, et je pense que ça a dû avoir quand même un effet, si vous voulez. Mais enfin, bon, avec bien sûr toutes les réserves que vous avez dit et qui sont tout à fait vraies, et c'est quand même galère. La preuve, l'expérience de Flo le démontre quand même en banlieue parisienne, mais peut-être qu'en province, finalement, ça peut être été moins difficile qu'à Paris, où ils sont un peu cramés avec les idées reçues sur les usagers, etc. Je ne sais pas, je suis sans réponse. Voilà, merci. Super. Merci à toi, Miguel. Merci. Alors, on regarde un petit peu dans la liste. Quelqu'un qui veut prendre la parole? On a quelqu'un peut-être? Par Miguel. C'est fini, moi. Personne ne veut témoigner de… Moi, le premier confinement, j'ai pu me mettre au vert quand même. Ouais. Dans quel état d'esprit tu t'es mis au vert? Je fumais essentiellement. Ouais. C'est plutôt bien, finalement, ça t'a permis de contrôler un peu plus ta consommation, finalement. Ouais. Moi, j'ai remarqué qu'au contraire, je trouve que le confinement, c'est vrai qu'effectivement, nous a permis en fait d'avoir une consommation un peu plus élevée sur certaines substances. Ce qui est assez impressionnant, c'est effectivement, c'est à l'horaire, entre guillemets, pour les gens qui consomment de la drogue de manière comment dire, à des horaires fixes. Effectivement, en général, consommateur de drogue, en général, c'est le soir. Et beaucoup de personnes, je pense, moi le premier en particulier, casser leur habitude. Voilà, casser leur habitude pour commencer à fumer dès midi, dès 13h, pour avoir, entre guillemets, un laps de temps plus agréable pour se droguer. Ouais, je pense que l'ennui du télétravail, du peu de relations sociales amène forcément à une surconsommation. Et en plus, ça, c'est un effet qui a été maintenu dans le temps, parce qu'avec le confinement, il s'est arrêté assez vite, mais derrière, il y a eu le couvre-feu. Le couvre-feu, tu as eu ce truc-là aussi, avec 18h, ça veut dire 18h, faut t'y prendre tôt, quoi, quand même. L'apéro, tu le fais à 16h. Même avant. Donc,
La consommation d'alcool, par exemple, à 18h, à 17h, je ne sais pas si vous allez faire un tour dans les centres commerciaux, mais tous les rayons d'alcool sont blindés. Tout le monde va chercher sa bouteille, va chercher sa petite bière. Voilà, et je pense que c'est la même chose un petit peu dans les… Alors, ce qui est marrant, je pense, c'est que tout ce qui est vendeur de cannabis, en tout cas, n'ont pas eu d'activités qui ont décroît. Au contraire, c'est des activités qui ont vachement explosé. Et ce qui est assez intéressant, c'est tout ce qui est terrain de cannabis. Les gens vont acheter leur consommation de cannabis. Ces terrains-là, en fait, n'ont jamais été réellement ennuyés par la police. Il faut bien comprendre que la police reste assez, je pense, tolérante envers ces terrains d'achat, surtout dans des périodes de confinement. Parce que je pense que si la police commençait à avoir une restriction accrue de ces endroits-là, il y aurait énormément de violence qui s'en détacherait. Et je pense que c'est une manière d'acheter la paix sociale, en fait, de laisser ces endroits, entre guillemets, ouverts. Et pour être franc même, il n'y a pas eu de réel contrôle vers là-bas. C'est-à-dire que quand les gens vont acheter leur cannabis ou autre, il n'y a pas forcément de contrôle de police ou quoi que ce soit. Et les policiers restent un peu à l'écart de tout ça actuellement. C'est vrai qu'on n'a pas vu, alors ça aurait été très facile pendant cette période-là, on n'a pas vu. Et ce qui est marrant, je trouve, c'est qu'il y a une différence entre les faits et la réalité et les discours. Parce que si tu regardes dans les discours, au contraire, par exemple Darmanin avec son histoire, signaler la ligne verte, vous pouvez signaler les sites internet pour pouvoir signaler les endroits où ça deal, etc. Donc ça a fait, il y a eu un discours autour d'eux, on va casser le trafic, machin, et c'est vrai que dans les faits, ça n'a pas forcément été trop. Mais vous regardez aujourd'hui, au niveau de la livraison, la livraison, il n'y a pas d'horaire. C'est-à-dire que ça peut être jusqu'à 1h du matin, alors qu'on est en couvre-feu à 18h. Or, il n'y a plus personne dans les rues. Alors, s'il y avait effectivement, vers de 18h jusqu'à 1h, que des dealers qui se promènent dans la rue, bon, ce serait assez visible et assez facile à arrêter. Et pourtant, voilà, enfin, ça ne les tourmente pas plus que ça d'aller livrer à 19, 20h, 21h. C'est comme si ils étaient protégés, enfin protégés entre guillemets. Ils ne sont pas protégés, mais en tout cas, ils n'ont pas… ils sont inquiétés. Ils ont leur attestation de travail. Voilà. J'aurais presque envie de dire. Oui. Et puis, côté… alors, je me permets, parce qu'il y a une chose aussi que j'ai remarqué, moi, je suis pratiquant analyste. Et par contre, ce qui a été flagrant, quand même, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est entre le coût de l'offre et de la demande, c'est-à-dire que les prix ont complètement explosé. Et voilà, enfin, je pense au niveau économique, il y en a qui se sont fait une belle manne financière supérieure, et sans autant être plus qualitatif qu'avant. Parce qu'il y a quand même aussi un problème d'acheminement qui a été quand même avéré. Ils ont eu beaucoup plus de mal à… Là, c'est le cannabis, parce que sur le cocaïnéro, on ne peut pas dire que… Mais sur le cannabis, ça vraiment, il y a vraiment eu une montée des prix, une flambée qui ne redescendra d'ailleurs plus, j'en suis sûr, même avec le confinement fini, même avec des restrictions qui doivent être normales. Je pense que c'est quelque chose qui est acquis. Oui. Au niveau c'est un peu descendu quand même, j'ai l'impression que c'est un peu redescendu, mais pas au niveau initial. Pas au niveau initial. Mais il semble que les prix de gros ont augmenté aussi. Du coup, la marge, en fait, finalement, elle n'a pas tellement changé. En fait, je pense que justement, la marge, c'est la même, mais que comme il y a moins de quantité, les prix forcément augmentent pour garder la même marge. Et ils augmentent à tous les échelons de la chaîne, en gros, en semi-gros et puis au détail. Ouais. Tu le vois sur les achats, sur petite. Ouais. Quelqu'un qui veut prendre la main, Keep Smiling, qui veut prendre la parole. Alors, on va te donner la parole dans une petite seconde. Hop, le temps juste de te trouver dans notre liste. Alors, attends, juste un petit instant. Ça va être de moi, c'est bon. C'est parti pour toi. C'est bon, vous nous entendez? Ouais, on t'entend. Il n'y a pas de souci. Du coup, je profite de la discussion sur le cannabis, puisque du coup, vous avez dû entendre ça. Du coup, il y a quand même pas mal de néocannabinoïdes, de néocannabis qui tournent, du coup, ce qu'on appelle le cannabinoïde de synthèse. Nous, on a fait une petite alerte parce qu'on a eu, du coup, sur une semaine de temps, on a eu beaucoup d'analyses qu'on a été obligé de faire passer en analyse d'abord CCM, parce qu'on essaye de voir du coup des témoins en CCM, mais par la suite synthèse aussi. Tu sais qu'on vient de trouver la même bœuf que celle que vous avez fait analyser là à T+, à Paris. Voilà. On a analysé la même que l'alerte que vous avez faite. Voilà. Et du coup, donc nous, on avait eu les ARS en entretien qui nous avaient dit que pour l'instant, ils ne faisaient pas d'alerte ou autre, mais on a quand même préféré faire une publication afin de s'informer les uns les autres. C'est grâce à vous, vous avez bien fait, que nous, on l'a trouvé, on l'a fait analyser.
Et du coup, en fait, ce qu'on s'est aperçu quand même réellement par rapport en fait aux entretiens avec l'usager sur l'entretien de collecte, que c'était énormément en fait de livreurs, donc de Uber Sheet entre guillemets. Beaucoup avec les mêmes types de sachets qu'on retrouve en hologramme, machin, mais qui sont à la mode depuis quelques années maintenant. Et finalement, ce recrue d'essence en fait de cette molécule utilisée, on est encore un peu dans le flou. Et c'est bien de s'informer les uns les autres, d'essayer de faire des veilles. Là, il y a beaucoup de tests qui ont dû partir vers synthèse. Et finalement, pour voir après s'il n'y a pas du coup une alerte qui sera faite quand même par les ARS par exemple, parce que c'est bizarre que sur l'espace-temps de 2 mois, on ait beaucoup en fait d'informations de diverses régions. Et du coup, derrière ça, c'est assez compliqué parce qu'on n'a pas vraiment de retour. Comment le produit, est-ce qu'il est vaporisé sur du CBD? Est-ce qu'il est vaporisé sur du cannabis? Quel est son taux d'évaporation, par exemple? Comment il est vaporisé? Et je pense que là, l'important pour nous, en tant qu'usager et aussi en tant qu'intervenant, de pouvoir essayer de surveiller et s'informer. Nous, on a eu des usagers qui nous ont appelés qui étaient parisiens, hein, donc on a envoyé vers les structures qui pouvaient collecter, par exemple, mais même des gens chez nous, du coup, on s'est aperçu que c'était pas que à Lyon. On avait déjà eu une première analyse avec des petits jeunes, du coup en décembre, où les 2 mêmes personnes ont fumé sur le même joint et ont eu les mêmes symptômes, vomissements, évanouissements, ainsi de suite, tachycardie. On a eu un témoignage d'une personne qui a coulé une douille avec ce produit qui a directement fait des convulsions. Ah ouais, merde. Donc, on est vraiment sur un effet, en fait, avec un potentiel énorme par rapport à ce que les gens imaginent du cannabis. Et on a eu une analyse avec un usager qui était là avec sa maman, qui était usagère aussi de cannabis, et qui était très surprise de se dire, du coup, moi, en tant qu'usagère, et je suis pas toute jeune, je suis surpris qu'on ait touché à ce produit qui est naturel. Donc, on a essayé de lui expliquer, du coup, le fait qu'on copie, les gens copient le produit, la pénurie des produits, ainsi de suite, parce qu'on ne peut pas vraiment avoir de tendance. Hein. Mais c'est vrai que, du coup, pour cette dame qui était aussi encore consommatrice, il y avait un vrai décalage de se dire, du coup, mais on a osé toucher à cette plante. Voilà ce que je voulais vous donner un petit peu, parce qu'on parlait un petit peu de cannabis. Et du coup, nous, c'est vrai quelque chose qu'on a été très surpris parce qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer dès le mardi matin 3 usagers qui passent dans la journée pour le même type d'analyse. Donc, il était important pour nous aussi de partager un document qui était très rapide à faire et de voir que derrière, il était consulté, il était partagé 300 fois et qu'on a eu X coups de fil derrière. Donc, je pense réellement dans toutes les régions dans lesquelles on soit, qu'on soit usager ou intervenant en structure, on a peut-être quelque chose à avoir une vigilance là-dessus actuellement. Ah ben vous avez bien fait, et depuis votre… tu sais, nous, on a 3 antennes AT+, dans toute la France, une à Bordeaux, une à Paris, une à Nantes, et depuis que vous avez fait l'alerte, entre guillemets, on a des retours, mais de partout, de Besançon, de Bordeaux, enfin, c'est vraiment… donc, on remarque en effet qu'il y en a, alors c'est peut-être pas la même qui tourne dans toute la France, mais en tout cas, qu'il y a une recrudescence. Nous, celle qu'on a fait analyser, c'est du CBD pour le coup, qui a été traité derrière. Il n'y a pas de THC dedans, enfin, très peu de THC dedans. Et du coup, en effet, je pense que c'est une réelle tendance. C'est une tendance. Là. Ça veut dire que ça doit être coupé à des échelons assez élevés, quoi. Ça doit être, c'est pas les petits revendeurs, quoi. Ça doit non. Et du coup, là, la seule possibilité qu'on a eue finalement pour pouvoir pallier à ça, là, c'est aux usagers en fait qu'on a rencontrés pour les analyses de communiquer vers leur entourage de manière à ce qu'ils puissent faire remonter en fait aux petits dealers livreurs. Qu'il y a une problématique avec ce produit, qu'à un moment donné, en fait, du coup, elle va poser un problème sur la consommation globale d'un produit type cannabis, entre guillemets, hein, que ce soit même maintenant, on peut imaginer du shit bizarre, quoi, du coup, et ça peut créer des psychoses de ouf. C'est-à-dire que nous, on a eu des usagers, ça a été vraiment, du coup, ça les a touchés au plus profond, puisqu'ils se sont dit comment, derrière ça, je vais pouvoir refumer sur un joint avec avoir confiance en ça. Donc, il y a eu un vrai choc émotionnel. Ouais. Derrière, il y a un discours à avoir pour expliquer que peut-être qu'ils reconsomment avec un pote à toi qui cultive de manière à pouvoir reprendre des paliers de confiance envers un produit très commun, par exemple. Voilà, c'est ce que qu'on voulait apporter un petit peu comme information, du coup, vu que ça parlait cannabis. C'est super intéressant. Merci à tous. On va donner la parole à Mme Ruby. Ah, désolé, il y a une faute, j'ai pas ce mon nom. C'est Maxime, c'est pas grave. Maxime, pas de souci. Mais Mam, c'est pas mal. Ça fait un peu Aliobari, mais c'est pas grave.
Non, juste déjà, je voulais remercier Keep Smiling pour le flyer qu'effectivement on s'est empressé aussi de partager sur la page. Enfin, moi je travaille à Sida Parole, donc au Carut de Sida Parole, et donc on s'est empressé effectivement de partager, qui était plutôt bien fait. Effectivement, on a sollicité un peu l'ARS, mais qui n'a pas beaucoup réagi pour l'instant pour faire une alerte là-dessus, parce que là je pense que contrairement à d'autres produits, ça va concerner beaucoup de gens. On a pas mal de témoignages quand même sur des bad trips, enfin vraiment. Quel que soit le niveau de connaissance, d'expérience des usagers, même des vieux de la vieille du cannabis, tout le monde se fait avoir en 2-3 lattes. À chaque fois, c'est ce que tout le monde nous dit. C'est assez violent, très angoissant. Enfin, c'est vraiment pas cool comme expérience, quoi, apparemment. Et un fait intéressant, la question qu'on se posait un peu, parce que du coup, vu que nous, on fait de l'analyse de produits et qu'on en a analysé quelques échantillons de cette fameuse weed, là, du coup, au cannabinoïdes de synthèse, ce qui apparaît, c'est qu'a priori, le produit de base sur lequel est pulvérisé, j'imagine, sous forme liquide, un peu le cannabinoïde de synthèse, est quasiment neutre. C'est-à-dire que c'est vraiment une herbe qui a quasiment pas de THC et qui à mon avis, est plutôt ce qu'on peut croiser sur les routes de campagne, qui est plutôt destiné à autre chose, en tout cas, que la consommation de cannabis. Et du coup, dans le contexte du Covid, on peut aussi se demander dans quelle mesure problème d'acheminement, enfin, c'est juste une suggestion et on n'en a aucune preuve, mais on peut quand même s'interroger sur le fait que problème d'acheminement enfin voilà, pour le réassort des stocks, tout ça, si quelqu'un a cédé un peu à la facilité, a récupéré une quantité, à mon avis, très importante de cette weed et de ce produit dont on ne sait pas vraiment d'où il vient, hein, je crois, enfin moi, à ma connaissance. Évidemment, la simplicité était de récupérer ça, de pulvériser et hop, d'envoyer sur le marché. Et je suis assez d'accord avec la réflexion qui a été faite d'inciter les usagers à tenir au courant leurs dealers, parce que ce n'est pas, à mon avis, une pratique qui s'effectue à ceux qui livrent, enfin vraiment à ceux au dernier échelon, on va dire, avant l'usager. Parce que même si on peut imaginer qu'ils ne soient pas forcément attentifs aux problématiques de santé, en tout cas, ça touche leur business et ça va les préoccuper. C'est-à-dire que c'est jamais bon pour le business d'avoir un accident qui se finit avec une enquête de police ou quelque chose. Donc bref, même s'ils n'ont pas forcément les mêmes intérêts que nous, ils seront sensibles à la chose et je pense qu'il faut communiquer, quoi. Okay. Mais c'est quand même le produit qui est mieux partagé entre un dealer et un client. Oui. Oui. Donc, un certain nombre de dealers ont goûté à ce. Je consomme. Ouais. Sûrement. On l'apprécie même. Peut-être. Contrairement à d'autres prods, celui-là, il est souvent consommé par le dealer. Bah oui, tout à fait. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et il y a un truc aussi sur cette histoire des variétés d'herbes coupées au cannabinoïdes, c'est qu'effectivement, si tu disais le lien avec le confinement, c'est que c'est un truc qui remonte vraiment, qui a accompagné le confinement, parce qu'en fait, ça a été signalé quand même dès septembre-octobre 2020. L'OFDT avait fait un truc sur des signalements d'herbes coupées au cannabinoïdes. Il y avait déjà eu des accidents, je ne sais plus dans quelle région c'était, je ne sais plus où exactement. Et il y avait donc déjà eu des signalements. Donc, ça a vraiment commencé à la fin de l'été, donc juste après la période du premier confinement. Et je pense que c'est effectivement lié avec des difficultés d'acheminement, le fait que peut-être que la demande a augmenté alors que l'offre a diminué, etc. Et que le CBD est de plus en plus présent et facile à avoir très peu cher en grosse quantité aussi. Oui. Parce que maintenant, vu que l'Italie, l'Espagne, la Suisse, le Luxembourg, voire même la France, certains cultivent du CBD en quantité astronomique. Maintenant, tu peux en trouver à 1 € le gramme, et encore si tu le prends au kilo. Et c'est vrai Et du coup, pour un mec qui tient un four, ça peut être une plus-value de dingue. Hein. Surtout que le CBD, il y a la limite que le fait qu'il n'y ait pas d'effet psychoactif, les clients ne reviennent pas, quoi. Donc le truc d'offre et de demande, si tu gardes ton CBD sans y toucher, ton herbe au CBD sans y toucher, tes clients, ils vont juste pas revenir. Donc tu la pulvérises un petit peu avec des cannabinoïdes. Et là, ça peut, ou plus exactement, des producteurs de CBD la pulvérisent au cannabinoïdes et là proposent un produit qui est à la fois compétitif et pas cher. Mais la question, ça va être, est-ce que c'est vraiment compétitif? Parce que comme tu disais, Max, c'est l'offre et la demande. Et si les clients, ils n'aiment pas,
projet de revendeur. Et du coup, comme ça avait fait avec l'herbe coupée au verre, là, au silice, vous vous rappelez, à un moment, il s'avait arrosé partout, au verre pilé, voilà. Aussi. Et ça s'est cassé la gueule très rapidement parce que la demande, elle n'a pas suivi, que les gens, ça se reconnaissait très vite. Et du coup, dès que les gens en avaient, ils n'achetaient plus à ce mec-là et fin de l'histoire, quoi. Donc là, ça risque de faire pareil. Mais du coup, il faut effectivement communiquer pour qu'au moins les gens ils s'en rendent compte, qu'ils soient. Oui. Et puis qu'ils soient au courant, parce que c'est vrai que moi, j'ai vu aussi pas mal de personnes, et des fumeurs quotidiens, en tout cas des fumeurs avertis, tirer vraiment 2-3 là sur ces gens-là et se faire vraiment des bad trips. Quand tu leur demandes, c'est plus un effet kétamine, mais kétamine pas cool, quoi. Pas cool, quoi. C'est exactement ce qu'on m'a dit. Donc, c'est pour, j'imagine, un novice complet, ça peut être très agréable, quoi. Ok. Je te remercie. Témoignage. Oui. Ouais. Alors, Maxime, je te remercie pour ton témoignage. On va redonner la parole à Keep Smiling, qui nous l'a demandé. Du coup, c'était surtout sur la vigilance. Du coup, on a quand même un usager sur un pochon qui a fumé un 1er juin sur un pochon, du coup, avec aucun problème. Et sur le 2e joint, avec les effets du néocannabinoïde. Donc, du coup, il y a vraiment une difficulté à savoir comment c'est diffusé dans le pochon, par exemple. Nous, on a remarqué que les têtes, en effet, n'avaient pas tous les mêmes effets. Voilà, et sur le site de Normes, ils expliquent que du coup, il faut faire attention au résidu qui est tombé au fond du pochon, parce que c'est peut-être l'extérieur de la tête, en fait, et du coup, il serait plus concentré, par exemple. Ouais. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. D'accord. Merci. Alors, est-ce qu'on a d'autres personnes qui veulent prendre la parole? On regarde un petit peu dans la liste. En tout cas, on vous remercie pour vos témoignages parce que ça nous permet d'être un peu plus éclairés sur tout ce qui se passe actuellement. Donc, il ne faut pas hésiter à nous demander la parole. On a quelqu'un d'autre, Jérémy? Jérémy, allez, on te redonne la parole, Jérémy. C'est parti. Vas-y, on t'écoute. Alors. Ah oui, pardon, j'avais pas mis le micro. C'est pas un témoignage, c'est une question un peu à tout le monde là. Est-ce que tu as un point de vue répression policière et puis je dirais vraiment concentré sur les consommateurs? On a vu où on a moyen de recenser ou des retours de personnes qui ont vu être plus réprimées, quel que soit le milieu social, hein, que ce soit précaire ou inséré, ou quelles que soient les consommations aussi, des répressions policières, des arrestations pour ça, des contrôles avec un peu de cannabis, un peu de coke ou des quantités plus petites et des arrestations vraiment liées à ça, de la destruction de matériel, je sais pas. Il y a des trucs qui ont remonté liés au confinement, liés au Covid. Ce qui est compliqué, c'est qu'en même temps que le confinement est arrivé l'amende délictuelle. Donc je pense que c'est très compliqué de mettre en corrélation les deux parce que en effet, il y a eu plus mais parce que le ministre a demandé à ce que les amendes délictuelles soient données en grande quantité. Du coup, si elles n'avaient pas été là, est-ce qu'il y aurait eu la même répression sur les petits usagers? Après, on pourra quand même comparer, juste, il y a des chiffres quand même qui existent. Tu vois, tu as le fichier des interpellations, donc tu peux avoir le nombre d'interpellations à la législation pour les stupéfiants. Généralement, c'est ventilé entre cannabis d'un côté et autres drogues de l'autre. Donc déjà, on peut se dire, si on supprime le cannabis, on pourra comparer entre les autres drogues. Après, le problème, c'est que ces chiffres, en fait, il y en a assez peu et ils sont assez mal ventilés. Donc, en fait, c'est toujours compliqué de faire des statistiques là-dessus. C'est un vrai problème, notamment sur, par exemple, le nombre de personnes en prison à un instant T pour usage de drogue. On sait qu'il y en a et c'est toujours difficile d'avoir un chiffre vraiment exact. Ça, c'est chiant d'un point de vue juste militant pour pouvoir dire que non, on n'est pas dans un état où les drogues seront dépénalisées, etc. Et donc, c'est toujours compliqué de faire des analyses là-dessus. Mais il y a quand même des chiffres. Le problème, c'est que là, ils ne sont pas encore sortis, je pense. Ok. Donc, on va donner la parole à Astrid. Alors, Astrid, ça va être à toi dans une petite seconde. Hop. Oui, enfin, c'est pas Astrid, mais bon, c'est pareil. Salut, pareil. Au même. Ouais, c'était pareil pour un témoignage. Moi, pendant le confinement, le confinement, c'est là où je me suis mis à consommer carrément plus. Moi, c'était surtout Quai et Hérault. Et parce que de base, c'était vraiment une consommation qui restait pour la Quai le week-end, l'Hérault très
enfin on va dire pas beaucoup. Et à partir du confinement où je sais pas, le fait qu'il y ait plus de week-end, donc en fait toute la semaine c'est le week-end, ben ça fait que ça m'a fait consommer tout le temps. Après bon, il y a eu la pénurie qui m'a fait arrêter l'héros, mais au niveau de la quai, après ça pareil, vu qu'il y a pas les soirées, elles n'ont pas vraiment repris et tout, bah enfin voilà, c'est difficile de faire la part entre le moment fête et le moment pas fête, puisqu'il n'y a pas vraiment de moment fête. En fait, c'est un peu tout le temps. Donc voilà. Mais ouais, ça c'est vachement intéressant. Je pense que tu n'es pas la seule, hein, que je pense que c'est un cas assez fréquent. Moi, j'aimerais bien savoir, notamment sur les personnes qui avaient des traitements médicaments opioïdes. Je me demande, enfin, ou des traitements benzo, bah ouais, parce que c'est un moment où effectivement, quoi, c'est une situation un peu bizarre, hein, le confinement. Et si tu as l'accès aux produits, c'est vrai que c'est assez facile d'aller dedans, quoi. Et effectivement, la pénurie d'héroïne qu'il y a eu, on pourrait même se demander si elle n'est pas liée aussi à une augmentation de la demande, quoi. Il y a peut-être plus de gens qui en voulaient et du coup, il y en avait moins. De dispo. Ça, en tout cas, cette pénurie d'héroïne, c'est vraiment un mystère, hein, de mon point de vue. J'ai vraiment essayé de creuser en essayant de chercher s'il y avait eu des saisies sur le plan européen ou même international. Est-ce que c'est la fermeture des frontières? Il y a des gens qui disent ça, mais en même temps, quand tu regardes l'héroïne, comment elle arrive, c'est vraiment par la route des Balkans, c'est dans des camions alimentaires. Les camions alimentaires, ils ont continué de passer. Donc, c'est vraiment, on ne sait pas trop d'où elle vient, cette pénurie. Mais ça pourrait être une hypothèse que c'est lié à une augmentation de la demande. Difficile à dire. Ouais, et puis la qualité, elle est revenue après la pénurie. Enfin, Ouais, elle est revenue et même maintenant, il y a quand même des trucs encore un peu bizarres. Donc, on sent que le marché de l'héroïne, il a été déstabilisé. Vraiment, oui, parce que même les personnes qui disaient avoir du stock se retrouvaient la semaine d'après en PLS, quoi. Oui, c'était vraiment aléatoire et au compte-gouttes, quoi. Et puis des variétés bizarres, des trucs jamais vus, de l'héroïne brune comme il n'y en a normalement pas sur les plans d'Île-de-France, du 93, quoi, les plans du 93 qui se mettent à vendre de l'héroïne brune, des trucs vraiment bizarres, quoi. Et ça n'a pas été. Moi, j'étais très surpris. J'ai regardé un peu sur les forums où normalement tu trouves quand même ce genre de. Je pensais que j'allais le voir et j'ai pas vu de messages, j'ai vraiment pas trouvé grand chose là-dessus, quoi. Donc c'est bizarre. Ça reste un mystère. Ouais, voilà, ouais, ça reste mystérieux. Quelque chose à rajouter, Astrid? Laetitia. Ah, Laetitia, pardon. Non, ben voilà, c'est bon. Ok, très bien. Merci pour ton témoignage. Merci. Quelqu'un d'autre? On a un peu de temps encore, hein. N'hésitez pas. On a quelqu'un? N'ayez pas peur. Par exemple, on a parlé beaucoup des livraisons sur Paris parce que c'était le moyen le plus simple et effectivement généralisé. Même des personnes, des dealers qui ne faisaient pas de livraison après, s'y sont mis. Mais en province, dans d'autres villes, à Lyon par exemple, ou d'autres villes, comment s'est structuré ce marché? Je sais qu'en Normandie, je suis normand moi de base et pendant le confinement se sont mis en place les livraisons avec des quantités minimum essentiellement pour coke, héros et shit, avec des quantités minimum à 3 grammes pour la coke, 4 ou 5 grammes pour l'héros et ça doit être 50 balles ou 100 balles pour le shit, mais c'est quelque chose qui n'avait pas beaucoup et les mecs allaient même loin dans la campagne, c'est-à-dire j'ai des potes qui habitent par exemple à 45 minutes de Caen, le mec se déplace à 45 minutes en pleine pampa pour aller refourguer ses 3 grammes de coke. Est-ce que tu sais si c'est resté depuis ou ça s'est arrêté? Depuis, c'est resté. Ah ouais, c'est intéressant ça. Depuis, c'est resté. Et apparemment, il y en a vraiment plusieurs. C'est pas seulement un mec, donc c'est une vraie. Mais ça, c'est vrai que sur les zones rurales, s'il y a des gens là qui sont en zone rurale, moi aussi, j'aimerais vraiment bien savoir comment ça se passe en termes. Ouais, est-ce qu'il y a de la livraison à domicile? Est-ce que ça existe comme ça? Comment vous avez fait pendant le confinement, quoi? Vous qui êtes en zone rurale, est-ce que vous avez un petit témoignage à nous apporter, peut-être? Alors, on va regarder dans la discussion. Tiens, dans le questionnaire, je sais qu'on avait il y a un truc qui n'est pas ressorti beaucoup, mais qu'on a vu quand même sur des personnes en zone rurale qui disaient, par exemple, que même pour acheter de l'alcool, c'était compliqué. Parce que du coup, des gens qui avaient l'habitude d'acheter dans des endroits différents
pour pas se faire repérer comme alcoolodépendant, en fait, quoi. Et qui, du coup, là, avec les limitations géographiques, ils étaient obligés d'aller tout le temps dans le même supermarché et qui, du coup, étaient cramés, quoi. Donc, ça a dû poser des questions. Bon, peut-être qu'on n'a personne en zone rurale ou alors vous êtes timide. Non, peut-être pas. Apparemment, on n'a pas. Ah, Keep Smiling, vous parlez sur Lyon. Côté rural, c'est pas trop ça. Oui, non, mais bon. C'est déjà bien parce que ça nous donne une autre vision déjà par rapport à Paris. Parce que c'est vrai que nous, Paris, on a une grande concentration. Donc, oui, pourquoi pas. Donne-nous ton petit témoignage sur Lyon. On va te donner la parole. Ça reste de la grosse ville. Oui, bon. C'est une grosse ville comme Paris ou comme Marseille, c'est pareil. Lyon est un petit Paris. Hein. Ah oui, oui. Vous m'entendez? Oui, on va. Bon, bah déjà, Normandie Power, parce que je suis à Lyon, mais je suis normand, donc du coup, j'entends la Normandie depuis tout à l'heure. Voilà, du coup, les expatriés, quoi. Voilà, sur Lyon, je pense qu'on a un peu un même constat parisien, en fait. Il y a une démocratisation, en fait, de la livraison, que ce soit essentiellement cocaïne ou cannabis. Là, du coup, on a simplement, nous, une observation peut-être plus méticuleuse sur les pratiques de livraison par ce qu'on a eu comme témoignage, en fait, d'usagers. Mais du coup, beaucoup sont d'une génération plus jeune que la mienne, avec une habitude finalement par les Snapsheets ou les Ubersheets, beaucoup plus démocratisés. Et c'est pour ça qu'on a aussi besoin de témoignages d'usagers régulièrement pour pouvoir aussi comprendre en fait aussi comment se diffusent les produits, ainsi de suite, par les réseaux ou autres, l'accessibilité, la communication, tout ça. C'est vrai que du coup, nous, là sur Lyon, on n'a pas vraiment après il y a pas vraiment d'émergence de façon de récupérer des produits, mais c'est vrai que du coup de plus en plus sur des générations de 18-25 entre guillemets, le Ubersheet est complètement démocratisé. Donc, je pense que c'est pareil après partout. C'est vrai que sur la ruralité, ce serait hyper intéressant de savoir déjà 45 km de livraison en pleine pampa, c'est déjà ouf du coup, donc c'est bien d'avoir des témoignages là-dessus. Là, apparemment, on n'a pas l'air de trop avoir de personnes qui veulent témoigner dans ce sens-là, malheureusement. Mais je pense que ce serait bien de creuser ça dans les prochaines publications de la Sud. Ce serait bien de pouvoir lancer peut-être un appel à l'information, tout simplement. Lors des prochaines pandémies. Voilà, lors des prochaines pandémies ou lors du prochain confinement, je pense. Quand on aura le temps. Si on a le temps, bien évidemment. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole peut-être une dernière fois? Quelqu'un? Non, pas particulièrement. Bon, bah écoutez, je vais laisser la parole à Jean-Marc, peut-être pour nous faire peut-être une clôturation de cette Aigus 11 sur la deuxième table. Sur la deuxième table. Ok, bah, je ne sais pas ce que je vais dire. Bon, vous pouvez nous faire une conclusion après. Il y a eu effectivement quelques témoignages intéressants. Ça aurait été bien qu'il y ait un petit peu plus de pluralité, mais ça, bon, il y a toujours moyen de faire mieux. On fera mieux la prochaine fois. Voilà. Moi, j'ai une petite pensée pour quand il y a eu ce problème de cocaïne dans l'Atlantique, ça a été décalé par rapport au confinement, puisque j'ai du mal à imaginer à la fois tout le monde confiné chez soi et d'avoir dans les actualités ces kilos de cocaïne qui arrivent sur les plages sans que personne puisse y toucher. Bon, c'est purement gratuit. En tout cas, voilà. Merci beaucoup pour ce débat. En tout cas, moi, c'était plutôt très intéressant. Je vous laisse la parole. Si vous avez envie de clore. Merci à tous pour ces témoignages. C'était hyper intéressant et c'est tout. Voilà, on a tout dit pendant 2 heures. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Alors, la semaine prochaine, si on va, la semaine prochaine, il y a un autre débat qui est le débat des consommateurs, des personnes consommatrices de produits et qui, en même temps, travaillent dans le cadre de la consommation de drogue, dans la réduction des risques, dans un XAPA, voilà. Savoir comment, voilà, le débat, c'est de savoir comment ça se passe pour elles, dans le non-dit ou dans le dit,
Est-ce que ce statut de consommation fait partie des critères d'embauche et des critères de valorisation du travail, ou est-ce que bien au contraire, c'est plutôt mal vu? Comment on essaye de vivre ça en faisant la part des choses entre le travail et la carrière? Parce que souvent, on parle de travail, oui, il y a des pères aidants, c'est ça, comment ça s'appelle, qui sont embauchés pour leur expertise et autres, mais j'en ai rarement vu en 30 ans faire carrière pour autant. C'est-à-dire qu'ils sont généralement restés comme à l'accueil, au SMIC et très peu. Enfin, voilà, ils sont passés éduques et dans ces cas-là, on oublie on oublie l'apport de l'autosupport. On oublie de passer. Donc voilà, je pense que ce sera intéressant de discuter autour de ça. Surtout que voilà, c'est l'essence même du travail communautaire et en ce moment tout le monde parle de l'expérience des usagers, et ça va être un moment de pouvoir en parler. Voilà, alors moi je vous dis jeudi prochain. Ouais. Même heure, même lieu, avec les soucis techniques en moins. Ouais, avec un peu moins de soucis techniques, on l'espère. Bon, on s'améliore à chaque fois. Hein, on essaie de vous faire donner au maximum. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir pris la parole. Je vous remercie d'avoir fait cette table ronde parce qu'elle a été très claire et très instructive en tout cas. Et puis, je souhaite à tous les étudiants et étudiantes une très bonne soirée. J'espère que ça vous a plu. La vidéo qu'on est en train d'enregistrer actuellement sur Zoom sera disponible dès ce soir sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, sur Asub. Et je vous invite donc à aller la diffuser au maximum. Et n'hésitez pas à revenir nous voir le jeudi prochain pour la prochaine table ronde. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.